Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu très présent à l'appel de Tribune pour cette 4e conférence de la saison 2015-2016. Et donc après avoir reçu Benoît Hamon, Benoît Apparu et Pierre Moscovici, Tribune poursuit son chemin et a l'honneur de recevoir ce soir un candidat officiel à l'élection présidentielle de 2017. Tribune est plus que jamais au cœur de l'actualité, puisqu'une semaine seulement après vous êtes déclaré candidat, M. Mélenchon, vous êtes déjà présent chez nous ce soir. Après être arrivé 4e avec 11% des voix en 2012, vous nous expliquerez pourquoi vous avez décidé de vous lancer à nouveau dans la course à la présidentielle. Il y a tout juste une semaine, lorsque Gilles Boulot vous questionne au sujet de vos soutiens sur l'échiquier politique français en vous demandant avec qui vous présentez-vous, vous répondez avec des convictions. Dès lors, le titre de cette conférence était tout trouvé, un engagement sous conviction. Cette tribune sera l'occasion pour vous, M. Mélenchon, de nous faire découvrir ou redécouvrir vos idées et d'en débattre avec nos deux intervieweurs de renom, Marie-Louise et Tam, ainsi qu'avec l'ensemble du public. Charge pour le moment à deux talentueux étudiants reconnus, comme vous, pour leurs talents oratoires, Tanguy et Joris, de tenter de dresser votre portrait. Monsieur Mélenchon, l'association Tribune, son partenaire EY et l'ensemble de l'ESCP vous remercient de votre venue ce soir. Bonne conférence à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Votre personnalité demeure indubitablement un diptyque contrasté, un miroir à deux faces. Une lutte de tous les instants entre Docteur Mélenchon et Mister Jean-Luc. D'un côté, le jeune enfant de cœur de Tanger. De l'autre, le premier flingueur de la classe politique française. D'un côté, le ministre de l'Éducation prenant avec amour la calinothérapie scolaire. De l'autre, un éruptif toujours en ébullition. D'un côté, un homme acceptant la généreuse invitation du président actuel pour dîner à l'Élysée en compagnie de Raoul Castro. De l'autre, un politicien qui fusille dans la foulée son hôte sur son blog. Mais commençons par le commencement. À Tanger, le Maroc voit naître en 1951 et grandir pendant plus d'une décennie avant de rejoindre la France. Débute alors un long cheminement intellectuel. Après avoir été licencié en philosophie... Attends, Tanguy, tu viens de dire licencié là? Tu sais à qui tu parles? Ah oui, pardon, monsieur Mélenchon, autant pour moi. N'allons pas trop vite en besogne. Je disais donc, vous demeurez proche de la prose. D'abord, professeur... Vous restez donc proche de la prose. D'abord professeur de français. Vous occupez ensuite ce qui constitue de loin votre métier de cœur, journaliste. Finalement, c'est peut-être votre audacieux vocabulaire. Ou votre conjugaison qui, loin d'être lâche, vous a permis de ne jamais confondre l'être et l'avoir. En effet, à Tribune, nous ne pouvions évidemment oublier qu'être un tribun né constitue le premier de vos attributs. Vous avez l'art, oratoire évidemment, de séduire les foules avec un savant mélange d'éthos et d'éros. Mais finalement, n'êtes-vous qu'un bellâtre pour les belles lettres? Quoi de plus normal, me direz-vous, qu'une vérité de façade? Lorsqu'on est franc-maçon. Mais en réalité, il n'en est rien. En prose, en vers et contre tous. Votre verbe et votre vers vont donner naissance à de très nombreux ouvrages, tous porteurs de véritables idées. Vous n'êtes pas de ces politiciens qui se découvrent une passion littéraire à la veille d'une présidentielle. Et nous ne citerons personne. Si ce n'est un petit monsieur nerveux et un grand chauve bordelais bientôt à la retraite. Votre franc-parler détonne au sein de ce microcosme politique dont le maître mot demeure la langue de bois. Vous faites ainsi le bonheur des journalistes, toujours prêts à retranscrire la moindre remarque acerbe. Rappelons d'ailleurs que vous entretenez des relations, disons, très cordiales avec la profession. Quid de Christophe Barbier? Ce militant politique très proche de l'extrême droite? Quid de David Pujadas? Ce salaud et ce larbin? Quid de l'équipe de Yann Barthès? Cette vermine Front National? Quid d'un sympathique étudiant journaliste? Ce refoulé politique de la petite bourgeoisie, ce membre de la sale corporation voyeuriste?
Tam, Marie-Louise, que Dieu vous garde. cependant, être un homme de lettres ne signifie nullement être un homme de chiffres. Pour le prouver, nous avons sélectionné quelques-unes de vos estimations, disons, fantaisistes. Par exemple, le 6 avril 2012 avait officiellement réuni 70 000 personnes sur la place du Capitole à Toulouse. Or, il s'agit d'une bien belle place rectangulaire, certes, mais après vérification, elle n'excède guère les 5430 mètres carrés. Dès lors, après un rapide calcul que même les moins matheux d'entre nous réussiront sans difficulté majeure, Cela représente un ratio de presque 13 personnes par mètre carré. vous, vous- vous aurez un droit de réponse, évidemment, monsieur Mélenchon. Nous avons donc essayé avec les copains de tribune de faire tenir 13 personnes sur un mètre carré. Et voilà ce que ça donne. Conclusion, 70 000 personnes au Capitole, ça reste un doux rêve romantique. tout en restant mesuré. Comme à votre habitude. Vous annoncez la présence de 100 000 personnes à votre marche pour la révolution fiscale en décembre 2013. La police n'en comptera que 7000. Ainsi, Ainsi, Cruel. on continue. Ainsi, puisqu'au royaume des estimations, les organisateurs sont rois, nous avons la chance, monsieur Mélenchon, de vous accueillir à guichet fermé, étant donné que les 85 000 places de l'Amphigélis ont trouvé le preneur. Mais avant le rhéteur passionnant les foules, Il y a eu l'homme, le PS, le coup de foudre. Comme toutes les histoires d'amour, tumultueuse fut votre aventure avec le Parti Socialiste. en 1981, François Mitterrand conquiert l'Élysée. Notons qu'à l'époque, À la différence d'aujourd'hui, vous menez une parfaite idylle avec le président François. néanmoins arrive 1983, La fin du mirage. le début du virage, Vous voyez la gauche faire face au grand tournant. synonyme de grand tourment pour les classes populaires. Cette situation vous est insupportable. La colère, la rébellion. Le schisme semble devenu inévitable, Dès lors, vous jetez un véritable pavé dans la mare. en devenant franc-maçon. Pendant 15 années, la suite de votre carrière s'écrira Main, dans la, main, avec le PS. Cependant, vous êtes mis à pied, et pointé du doigt, pour avoir porté à bout de bras, une opposition sans queue, ni tête. à la monnaie unique. Mais lassé d'être injustement catalogué comme étant le gauche de la gauche, Vous plaquez de façon cathédrale votre dame à Reims en 2008. dans la bataille des idées, vous créez progressivement un nouveau front. De gauche, évidemment. Vous avez désarmé. Vous savez désarmer. Mais en 2012, le triomphe élyséen espéré ne viendra pas. Mais comment la France a-t-elle pu vous omettre? Vous, l'homme du renouveau, Le chantre de la 6ème République. le parfait alliage d'un Iglesias Les cheveux en moins. et d'un Tsipras. Les années en plus. Vous êtes l'archétype même du politicien antisystème. Vous avez osé demeurer plus de 3 décennies dans les rangs du vieillissant PS. Vous avez pris le risque de vous aventurer au sein du dangereux ministère de l'Éducation, Et la légende raconterait même qu'il est arrivé une fois de mettre courageusement les pieds au Parlement européen. un homme on ne peut plus neuf. Vous en conviendrez. Depuis Bruxelles, Vous jugez notre pays bas. mais vous pouvez cependant remercier Hollande, Grâce à lui, vous êtes parfaitement ambidextre depuis 2012. ne voyant plus aucune différence entre votre gauche et votre droite. Ainsi, pour un certain Emmanuel Macron... Macron, ce tranche fus sarkozyste à la solde de la finance sanguinaire, Oh, cette marionnette à la solde du capitalisme Oh, oh, apatride, ce bobo parisien rentier. Doucement, monsieur Mélenchon. Ainsi, comme je le disais, pour le nouveau ministre de l'économie, vous n'avez que dégoût et mépris. Mais finalement, monsieur Mélenchon, Si, comme vous le dites, tout le monde a passé l'arme à droite, cela signifie-t-il donc que vous êtes le dernier des socialistes?
Mais en réalité, et vous le savez parfaitement, vos propositions n'ont pas à rougir, Dans le domaine économique, les dirigeants français feraient bien de louer certaines de vos idées. voire même de vous les emprunter directement, Privilégier le circuit court, pour éviter le court-circuit, noyer les larmes de l'économie française. dans un océan de possibilités maritimes. Plus encore, Il convient d'honorer votre bravitude. Oui, oui, bravitude, du verbe braviturer, inventé non pas par l'Académie française, mais par l'Académie royale en 2007. Plus sérieusement, il convient d'honorer votre vision courageuse, car le courage c'est de refuser les alliances politiciennes, et les complots électoralistes obscurs. n'est-ce pas, messieurs les écologistes? Le courage, C'est de venir défendre ses convictions devant des auditoires hostiles. le courage, C'est de se rendre dans une école dont le point de vue européen semble s'opposer au sien. le courage, C'est d'avoir comme premier ennemi la finance mondiale et de venir ici à ESCP Europe. En effet, sachez que notre sponsor n'est autre qu'un grand cabinet de conseil d'envergure mondiale et que près de 2/3 de l'assistance travaillera dans le merveilleux monde de la finance pour goûter aux joies de la banque et de l'assurance. Ah, ces maudits capitalistes, vivement le grand soir, Jean-Luc, et la révolution du salariat. Mais bon, pas demain. Demain, il y a La grève. grève. Plus sérieusement, c'est aussi votre vision globale que nous voulions saluer. Votre originalité qui semble malheureusement trop singulière pour la scène politique française. Cette conception selon laquelle l'échange passe avant le change. Cette conception selon laquelle valeurs, actions et obligations sont humaines avant d'être financières. Cette vision qui semble en totale opposition avec celle d'un étudiant en école de commerce. L'éternel Maxime le présentant comme un jeune loup amoureux du profit. Moi, avide d'argent? Oui, monsieur. C'est absolument faux, monsieur Mélenchon. Absolument faux. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, je ne suis pas amoureux du profit. Je vous le prouve contre 50 €. Certains verront en vous un populisme vague surfant sur l'évidence. D'autres, la prise en compte d'une majorité silencieuse, trop souvent délaissée. Une chose est sûre cependant, vous voulez faire bouger les lignes. Un chambardement sans condition. Un engagement sous conviction. Nous voudrions également vous remercier, monsieur Mélenchon. En proposant votre candidature à la présidentielle de 2017, vous offrez à Tribune ESCP un formidable écho. Il s'agit de l'une de vos premières interventions dans la peau d'un candidat déclaré. Votre discours sera suivi d'un dialogue avec Tam et Marie-Louise qui tenteront de mélanger le charme de Léa Salamé. Et le punch de Jean-Pierre Elkabbach. Pour finir, les plus rapides de l'assistance, Les Usain Bolt de la question les Chris Froome de la politique, auront l'honneur de vous poser quelques questions. si tant est que votre discours ne dépasse pas les 15 minutes imparties. Et oui, le temps c'est de l'argent. Foutu capitalisme. Monsieur Mélenchon, ce modeste portrait ne saurait résumer pleinement plus de 40 années de vie politique. Mais assez parlé. Maintenant, Place au débat. Cependant, nous ne pouvions conclure sans citer l'une de vos remarques, certes légèrement sèche, mais ô combien porteuse de vérité sur le débat public. ainsi, à ceux qui désirent aborder des sujets creux et pathétiques, vous rétorquez. Je cite, « Avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez faire avec des gens qui répondent à de la merde. » Voilà qui servira, disons, de conseil aux membres de l'assistance qui désireront poser une question en fin de conférence. Merci, monsieur Mélenchon. Merci d'être si nombreux. Bon débat à tous. Bon, d'abord, bravo. Vous perdez rien pour attendre. Non, mais comme ça, j'ai l'air fair-play, mais je ne le suis pas du tout. J'ai horreur comme caricature. Bon, merci de votre invitation. Vous êtes patient. Ça fait 3 ans que vous m'invitez. Donc ceux qui sont là ne sont même pas au courant, mais ça fait 3 ans que ça dure. Je suis content de venir dans un endroit où on ne m'attend pas, où on ne m'attendrait pas, vu de l'extérieur. Et je suis très heureux d'apprendre que ceux qui payent pour organiser cette école sont dans l'obligation d'avoir à me supporter, parce que je viens les combattre. Je ne crois pas que vous soyez la chose de l'école. Mon pari, c'est sur la conscience de chacun.
j'ai vaguement le pressentiment qu'une peut-être majorité d'entre vous n'est pas de mon opinion, mais sans doute j'ai aussi le pressentiment que nous avons à l'unanimité peut-être un espace commun d'interrogation sur le sens de l'existence et sur les destinations que le futur pourrait prendre, puisqu'on a maintenant la quasi-certitude, en tout cas c'est le sens de mon livre, que le futur ne reproduira absolument rien du passé. Et donc, j'arrive dans un moment de votre vie, j'y porte une parole, on verra quel sera son effet. Pour certains d'entre vous, ça sera la première et la dernière fois que vous entendrez un orateur de gauche. Au moins, ça vous apprendra qu'on n'est pas des animaux et qu'on est moins bestiaux que ne vous le disent vos pères. Alors je viens à mon livre parce que sinon on va perdre du temps et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Le livre s'appelle L'ère du peuple et c'est une projection sur notre futur immédiat. Pour moi, il n'y a pas d'action politique cohérente au sens de la tradition politique à l'intérieur de laquelle je m'inscris, qui est une tradition révolutionnaire. Le mot révolutionnaire, naturellement, gagnerait à être défini dans le temps long. Quand l'empereur Marc Aurèle se demande quelle est la légitimité de son pouvoir et qu'il pense que c'est en étant un bon philosophe qu'il fera un bon prince, il est révolutionnaire dans une époque où la légitimité du pouvoir ne cherchait pas à se définir par autre chose que par l'usage de la force, et ainsi de suite. Tous ceux qui ont une interrogation sur l'ordre établi et viennent à imaginer qu'un autre monde est possible se trouvent dans la logique révolutionnaire. Le mot fait un peu peur, alors c'est bien, ça fait réfléchir. Personnellement, en matière de combat politique, je suis pour la stratégie dite de la conflictualité. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit en caressant les gens dans le sens du poil qu'on les fait réfléchir. Je pense que structurellement, d'ailleurs, c'est en contestant l'ordre établi, en le remettant en cause, qu'on se met dans la disposition d'esprit d'y réfléchir le plus profondément. Le conflit crée de la conscience, pas le consentement. Le consentement, nous sommes dressés à ça. Nous naissons et dès notre berceau, nous cherchons dans le regard de notre mère les approbations qui vont nous permettre de nous constituer en tant qu'être humain et à en commencer à empiler l'expérience, ce phénomène de la mémoire cumulative qui est bien connu en anthropologie et qui va nous constituer un variant d'échelle d'individu à société. Nous consentons à l'ordre établi parce que sinon nous ne pouvons pas prendre notre place parmi la société, des enfants, des adultes et ainsi de suite. Et arrive le moment où notre conscience vient à s'éveiller sur le sens de l'ordre auquel nous avons consenti. Mais il y a des gens qui n'y réfléchissent jamais parce qu'ils pensent que les choses sont comme ça, qu'elles ont toujours été comme ça et que, ma foi, on n'y peut rien. Il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des grands, il y a toujours eu des petits, il y a toujours eu des hommes, il y a toujours eu des femmes, et qu'est-ce que vous voulez y changer? Et en plus, vous venez nous expliquer que vous allez faire l'égalité, alors que de l'égalité, il n'y en a nulle part, parce qu'il y a des petits, il y a des gros, il y a des riches et des pauvres, il y a des hommes et des femmes, etc., etc., etc. Donc tout ordre politique qui aurait pour objectif l'égalité entre les êtres humains est forcément une violence contre l'ordre de la nature. Et donc, par nature, les gens comme moi sont des violents. En tout cas, ils en sont accusés. Et pendant des générations, nous avons combattu pour essayer de faire valoir que la similitude des êtres humains pouvait être constatée et que leur droit à l'égalité était fondé. Vous connaissez la Déclaration des droits de l'homme et c'est l'article 1 qui postule que nous naissons libres et égaux en droit. Toute la question est de savoir si après être nés libres et égaux en droit, on l'est réellement. Et en fait, et la tradition du socialisme s'inscrivait comme la volonté de faire correspondre l'égalité réelle à l'égalité formelle qui était consentie par la Déclaration des droits de l'homme. C'est une période révolue. Ma réflexion porte sur le... Vous allez voir en quoi elle est résolue, parce que la question est tranchée, de savoir si l'égalité est possible ou pas. Elle est tranchée par un fait qui n'a rien d'idéologique. C'est la certitude absolue qu'il n'y a qu'un seul et unique écosystème compatible avec la vie humaine. Et que dès lors, si cet écosystème est détruit, eh bien la nature continuera, la Terre continuera à traverser l'espace infini, peut-être même subsistera-t-il quelques espèces que nous connaissons aujourd'hui, comme les cafards, les fourmis, et 2 ou 3 personnes que je connais. Mais que pour le reste, la vie humaine ordinaire sera rayée de la carte. Si donc il n'y a qu'un seul écosystème qui est compatible avec la vie humaine, c'est bien que nous sommes tous semblables. Je ne dis pas similaires, semblables.
exactement comme l'écrivaient les gens qui protestaient contre l'esclavage au XVIIe siècle et qui écrivaient sur les murs de la petite chapelle de Champagné en Haute-Saône: Dieu nous a créés comme ses créatures et fait de nous tous des semblables. Alors, ils se référaient à Dieu, mais avec ou sans Dieu, de toute façon, les êtres humains sont semblables et ils peuvent le vérifier puisqu'ils dépendent du seul et unique écosystème compatible avec leur vie. Dès lors, la question des biens communs, l'air, l'eau, confirme l'intuition initiale du communisme. Le fait qu'on sait qu'on ne pourra pas s'en sortir les uns comme les autres confirme l'intuition initiale du socialisme. Et l'idée que chacun d'entre nous n'est pas seulement appelé à dire ce qui est bon pour lui, mais à dire ce qui est bon pour tous, confirme l'intuition initiale du républicanisme, dans lequel on ne se contente pas de dire ce qui est bon pour soi, mais on dit ce qui est bon pour tous. Si bien que les trois matrices dont je me réclame dans le temps long ont été revisitées et confirmées par l'écologie politique, raison pour laquelle je combine dans mes slogans les trois idées. Mon livre part de la thèse suivante. Il n'y a pas de crise. L'humanité est entrée dans une bifurcation totale de son histoire. Une bifurcation est un événement d'une nature différente de la crise. La crise est une rupture momentanée de l'état d'équilibre avant un retour à l'état initial. Plus jamais nous ne reviendrons à l'état antérieur, pour plein de raisons, ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique, ni sur le plan anthropologique. Je vais essayer maintenant de serrer, parce que ce qui se dit en 140 pages ne peut pas se dire en 140 minutes. Il faut donc choisir. Je vais évoquer trois bifurcations fondamentales. La première, c'est celle dont vous êtes des praticiens. C'est celle de la sphère économique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la valeur d'échange s'est émancipée de toute valeur d'usage. Tant et si bien qu'à la faveur de divers mécanismes sur lesquels je ne m'attarde pas, mais qui tous ont à voir avec la préservation de la domination de la puissance dominante, une masse considérable monétaire a été émise, puis ensuite confortée par l'émission d'autres masses monétaires considérables, sans aucune contrepartie matérielle. Si bien que le rapport entre les échanges réels et les échanges fictifs ou financiers est de 1 à 100 aujourd'hui. C'est du sans précédent dans l'histoire humaine. Cette immense bulle financière vient à tour de rôle gonfler ici ou là tel ou tel secteur d'action, tel ou tel secteur d'accumulation, et naturellement à éclater en entraînant à chaque fois des pertes considérables de valeur qui peuvent ou détruire totalement l'économie réelle, ou faire souffler sur elle une sorte de vent comme celui que nous avons connu en 2008 après la crise des subprimes. Ce que nous savons et que nous pouvons observer, c'est que les cycles des crises du capitalisme, qui sont constantes, le capitalisme n'a jamais été un système stable, mais les crises se rapprochent les unes des autres, deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus destructrices à mesure que l'univers entier est englobé dans une seule et même réalité, ce qui est aussi un fait nouveau de l'histoire. La mondialisation n'est pas un fait nouveau de l'histoire. L'Empire romain était une mondialisation, tous les empires de l'Antiquité étaient des mondialisations, c'est-à-dire l'unification politique ou commerciale du monde connu à l'époque. Ce qui est absolument et radicalement nouveau, c'est que chacun d'entre nous est connecté à la sphère globale qui couvre l'espace de la Terre entière, de la planète entière, pas sous la forme des petits bits qui se trouvent dans les ordinateurs, par l'intermédiaire de nos cartes bancaires et du fait que toute valeur est enregistrée et circulante à l'intérieur de la bulle financière. Cette interconnexion absolue crée un ordre particulier de l'économie. S'il fallait l'étudier comme une structure physique, et on peut et on doit l'analyser comme ça, on verrait que nous sommes dans ce qu'on appelle un système métastable, c'est-à-dire un système à la limite de l'équilibre, où une pichenette à un endroit provoque une déformation de la structure globale, quelle qu'en soit l'étendue, et même sa déformation d'une manière radicale et absolue. Cette nouveauté de la financiarisation de l'économie, je n'en dis pas plus pour l'instant, peut-être que tout à l'heure vous m'interrogerez dessus, donne comme exigence de dégonfler radicalement la bulle et de définanciariser l'économie, c'est-à-dire de cesser de faire dépendre l'économie réelle des mouvements de la bulle, en sachant que la bulle se comporte comme une espèce de cancer sur l'économie réelle, et où vous voyez des masses considérables de capitaux être édités sans jamais revenir dans l'économie réelle. Par exemple, le banquier central européen a édité 2800 milliards d'euros depuis l'année 2008, si mes souvenirs sont bons, et vous n'en avez pas vu un seul revenir dans l'économie réelle. Le banquier central peut faire le tour des popotes des banques privées pour leur proposer de racheter les titres de dette des États,
et les États, les banques refusaient de leur vendre des titres de dette dont, le reste du temps, les mêmes banquiers, les mêmes agences de notation disent que c'est du papier pourri. Ce paradoxe de l'économie financière surplombant absolument l'économie réelle, vous le rencontrez tous les jours. La définanciarisation est un objectif. En même temps, quelqu'un a parlé tout à l'heure, très justement, du temps qui serait de l'argent. Mon livre vous invite à une réflexion sur la nature du temps. Et pour comprendre que, de même que le temps dans l'univers physique est une propriété de l'univers physique, et non pas un arrière-plan, le temps dans l'univers social est une propriété du temps social. Si bien qu'à l'époque du capitalisme financiarisé, comme à toutes les autres époques de l'histoire de l'humanité, le temps dominant est le temps des dominants. Et si autrefois, dans l'agriculture et les sociétés rurales, le temps dominant était celui des saisons, celui du pharaon allant prier pour faire lever l'étoile de Sirius qui déclenchait la crue, aujourd'hui, le temps dominant, c'est le temps zéro, et c'est à lui que va tout le pouvoir, celui des transactions instantanées, à la nanoseconde, dans les grands centres, ça s'appelle, je ne sais plus comment, vous le savez mieux que moi, le trading, je ne sais quoi. Et c'est pourquoi je l'évoque, parce que c'est une des mesures par lesquelles on s'aperçoit qu'il est possible de rompre le process de la financiarisation. Par exemple, si on décidait d'interrompre la cotation en continu, on aurait pris une des mesures de ralentissement du temps qui va commencer à réduire le pouvoir de la bulle financière par rapport à l'économie réelle. Je n'en dis pas plus, je passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est que nous avons besoin de cette masse de capital, pas seulement pour empêcher l'économie réelle de s'effondrer, mais parce que nous avons besoin de masse d'investissement pour réaliser une opération qui est incontournable. La mutation économique en profondeur de notre système de production, d'échange et de notre modèle de consommation. On ne peut plus continuer, que ça vous plaise ou pas, quelle que soit la nature de votre école et de votre enseignement. Il est impossible de continuer à fonctionner sur une économie de la frustration qui pousse à consommer toujours davantage des objets dont l'utilité sociale ou l'utilité intellectuelle n'est pas prouvée et qui ne servent qu'à une seule chose, provoquer du désir et de la frustration pour qu'on les achète. Il n'est plus possible de continuer à prendre sur la nature davantage que ce qu'elle est capable de reproduire. Et pour changer le mode de production qui nous a amenés jusqu'à ce point où nous sommes en dette écologique chaque année, quelques jours plus tôt dans l'année, c'est-à-dire qu'on est passé du 20 décembre au 19 août, le moment à partir duquel la Terre n'est plus en état de reconstituer ce qu'on lui a pris. Eh bien, cette dette écologique, pour en sortir, exige une mutation de l'appareil de production. Pour ça, il faut des capitaux. Et ces capitaux ne peuvent pas rester à espérer des taux de profit qui dépassent les 2 chiffres dans la bulle financière. Il faut qu'ils consentent à accepter ce qui était d'habitude, et à supposer qu'on continue avec le capitalisme, qui était la prédation du passé. J'ai connu, il y a bien longtemps, une période où on considérait que du 4 ou du 5% était une escroquerie et un vol à main armée contre les travailleurs. Car naturellement, le capitalisme est un système qui fonctionne d'abord sur la prédation du travail gratuit. J'espère que vous le savez tous. Le grand système de la gratuité, c'est le capitalisme, puisqu'il vit sur le travail gratuit, confisqué et approprié de manière privée. En attendant, nous avons besoin de cette masse de capitaux pour changer la manière de produire, pour changer les outils de production, pour changer ce que l'on va produire. Et nous avons besoin d'une société plus sobre en consommation, le contraire de ce que vous apprenez. Ce changement climatique qui met à l'ordre du jour l'inscription de la règle verte. On ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut restituer. Et la planification écologique, où vous retrouvez pour la 2e fois la question de la maîtrise du temps. La planification, c'est seulement la propriété collective du temps, du futur. Le capital s'est approprié le temps court puisqu'il en vit, et il impose ce rythme à tout le monde. Et ceux qui ne le savent pas dans cette maison, c'est qu'ils ont quelque argent de côté. Mais par la dette, le capital s'approprie la possibilité de gouverner les États. Et par la dette, le capital s'approprie votre futur et le droit de gouverner vos vies. Et vous verrez comment, peut-être, la prochaine crise financière absolue qui aura lieu aux États-Unis d'Amérique viendra de la dette des étudiants, parce qu'on leur a fait, en quelque sorte, payer leurs études par l'emprunt, puisque ce système ne distribue pas de valeur, ne distribue pas de salaire, il distribue du crédit essentiellement. Eh bien, ces crédits, à un moment ou à un autre, doivent être vérifiés, et ça met toute l'économie à la merci des tribulations d'une existence que l'on commence par une dette. Ce changement dans l'ordre de la production, que ça plaise ou pas, nous devrons le faire. Et si nous ne le faisons pas, il se fera quand même. Parce que l'ordre des choses bute sur un nouvel état de la condition humaine.
les sociétés humaines étaient essentiellement des sociétés rurales, il y a encore un demi-siècle. Ce sont maintenant des sociétés radicalement urbaines, avec d'immenses réseaux d'êtres humains mis en réseau. Le réseau de l'eau potable, le réseau de l'électricité, le réseau du gaz, créant, que l'on soit producteur ou pas, salarié ou pas, une espèce d'interdépendance matérielle entre tous les êtres humains englobés dans ces réseaux. Et parmi tous ces réseaux, il y a le réseau communicationnel, celui que vous connaissez avec vos Facebook, où nous sommes 30 millions connectés, et d'une manière générale, 3,5 milliards de personnes connectées par Internet, c'est-à-dire la moitié de la population humaine. Ça aussi, c'est un fait sans précédent par rapport aux âges profonds où une lettre pouvait mettre un mois pour arriver, ou, ne disons rien, des signaux de fumée, qui ont été les premières manières de se connecter les uns aux autres. Cet état radicalement nouveau tombe sur un monde radicalement neuf. Vous n'en avez pas conscience parce que nous vivons dans des sociétés plutôt âgées. La moitié de la population du monde a moins de 25 ans. Un quart de la population du monde a moins de 15 ans. Ce qui signifie deux choses quand vous considérez le nombre total. Premièrement, que l'immense majorité de la population humaine est en état d'apprentissage sur la manière de s'insérer dans le monde qu'il trouve. Deuxièmement, que la question de ce que nous transmettons est posée. Et nous transmettons une manière de regarder le monde qui ne correspond plus au monde réel dans lequel les gens vivent. Ensuite, cette population jeune, en train de s'insérer dans un monde qui, lui, est en voie de désagrégation, vit dans des conditions qui n'ont jamais été connues par aucune génération précédente. Le 60% de l'humanité, ou le 80%, pardon, c'est lire et écrire, et compter. Et donc, est dans une situation où il s'approprie le passé par la lecture, le futur par le calcul, ce que des générations et des générations n'ont jamais connu avant. Si ça ne vous suffit pas à comprendre ce qu'est une modification anthropologique, imaginez un seul instant ce qu'est la vie des hommes et des femmes quand on ne connaît pas la contraception ou l'interruption volontaire de grossesse. Dès lors que l'on connaît la contraception, une aptitude physique cesse d'être un destin social. C'est un fait radicalement nouveau dans l'histoire humaine. 60% des femmes, naturellement il en reste 40% qui n'y ont pas accès, ont accès à des moyens de contraception. Imaginez-vous maintenant que la même aventure survienne avec une pilule contre la mort. Je pense qu'alors tout le monde comprend ce que peut être une bifurcation anthropologique, c'est-à-dire un changement radical de la condition humaine. Eh bien, avant que la crise ne commence, que nous ayons commencé à empoisonner sérieusement l'air, l'eau, la terre, l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé allait augmentant. Maintenant, elle commence à reculer dans les pays développés et en France depuis cette année. Mais à tout cela s'ajoutera le fait que comme les êtres humains sont de plus en plus nombreux, alors la prédation qu'ils exercent sur la nature va, si on continue avec le même mode de production, accélérer les phénomènes extrêmes de dérèglement de l'écosystème et d'abord du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique est commencé. Ce n'est pas une hypothèse. La question qui vous est posée, ce n'est pas de savoir si ça va avoir lieu, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant que c'est commencé. Maintenant que c'est commencé, que les glaces ont commencé à fondre, le niveau de la mer a commencé à monter, il écrase le méthane qui se trouve au fond de la mer, lequel remonte et aggrave l'effet de serre. Ce ne sera donc pas une progression linéaire, ce sera une progression statistique. Ça signifie pendant un temps ça progresse, puis ça reste sur le même palier, puis ça bondit. Et ça va bondir nécessairement à cause de ces glaces qui remontent du fond de la mer, du permafrost qui fond, etc. La masse de l'eau qui a fondu depuis les pôles ne se retrouve pas dans la hauteur de l'océan. Où est passée cette flotte? On le sait maintenant parce qu'on a combiné le regard de deux satellites, celui de l'Europe et celui des États-Unis d'Amérique, et nous savons que 20% de l'eau qui a monté est passée directement dans la Terre qui l'a absorbée comme une éponge. Ce qui signifie que la salinité des nappes phréatiques va augmenter et les ressources d'eau que vous aviez pour les générations futures vont être mises en cause. Que vous le vouliez ou non, les dérèglements et les événements majeurs vont se produire. Les typhons, les événements climatiques extrêmes, pour l'instant, ça passe sur la Louisiane, tout le monde s'en fout, ils peuvent crever. Mais le jour où ça passe sur New York, ou si ça passe sur un grand centre, à ce moment-là, c'est tout qui est changé. 8 grandes métropoles mondiales sont au bord de l'eau. Au bord de l'eau, il y a toujours eu des grandes vagues. Autrefois, l'événement extrême, c'était des vagues de 20 mètres. Maintenant, l'événement extrême, c'est des vagues de 40 mètres. Autrefois,
Quand la vague d'un tsunami passait sur tel ou tel rivage, il y avait des cabanes de pêcheurs. Maintenant, il y a des centrales nucléaires. Ne croyez pas que ça soit réservé aux Japonais où l'incident n'est toujours pas fini de Fukushima et où l'océan continue à être pollué. Il n'y a que vous pour croire que les océans ne sont pas tous en communication les uns avec les autres. Je dis vous, nous autres, les êtres humains, parce que nous avons donné des noms différents à chacune des flaques. Mais elles sont toutes connectées entre elles. Et par conséquent, le pas bon qui sort là-bas, vous le boufferez un jour, si ce n'est pas déjà commencé. Ces événements extrêmes, ils se sont aussi produits en France. Si vous ne le savez pas, la centrale nucléaire de Blaye est dans l'estuaire de la Gironde. En 1999, il y a eu des creux de 7 mètres et un vent de 140 km à l'heure. Heureusement, un ingénieur a compris qu'à ce rythme, les prises d'eau froide allaient être obturées. Il a donc arrêté le fonctionnement de la centrale et nous n'avons donc pas eu un accident nucléaire. Je vous signale que Bordeaux est à 50 km de la centrale de Blaye. Par conséquent, l'élévation du niveau de la mer va vous confronter à un problème commercial extrêmement important. Dans quoi faut-il miser son argent? Les sociétés de déménagement? Ou bien est-ce qu'on va essayer de trouver... Ça vous fait rire? Mais non, ne riez pas. Je connais un État en Inde où, comme ils sont inondés tous les 3 mois, eh bien, ils ont pris la seule solution raisonnable qu'il y avait à faire. Devinez laquelle? Apprendre à nager à tout le monde. Et donc, les services municipaux, de rue en rue, vont repérer qui sait nager et qui ne sait pas nager. Donc, soit c'est chacun pour soi, soit c'est tous ensemble. Et ça, c'est des grandes questions de l'ordre de la politique. Chacun pour soi ou tous ensemble. Au-delà de la politique politicienne qui est d'un maigre intérêt, surtout dans une période où tous font la même politique. Chacun pour soi ou tous ensemble. C'est 2 modèles politiques complètement différents. Ce changement climatique, ce dérèglement du rapport à la nature, montre l'épuisement définitif des logiciels politiques traditionnels. Je dis logiciels parce que ça fait sympa, mais on dirait les programmes. Un programme, ce n'est pas seulement une addition de mesures, c'est une vision sur l'histoire. Ne vous inquiétez pas, je vais vers ma conclusion. On a vu l'échec du communisme d'État. Son sort est réglé, il n'y en a plus. Il nous reste le programme libéral qui considère que la main invisible du marché est la combinaison, plus ou moins heureuse, mais en tout cas, plus elle est libre, mieux elle fonctionne, va permettre l'harmonie finale et la conjugaison des intérêts particuliers produire un intérêt général bienfaisant. Ce système repose sur l'idée qu'on produit et on produit encore. N'importe quoi, n'importe comment, du moment qu'on trouve des clients. Et s'ils n'en ont pas envie, qu'on peut faire naître le goût chez eux de n'importe quoi, du moment qu'on a une bonne communication. Et au fond, à la fin, tout le monde est heureux parce que tout le monde prospère, vit, a un travail, et ainsi de suite. Je pense que, quelle que soit l'opinion qu'on a sur l'intérêt de cette formule, elle est épuisée, parce qu'elle n'est pas compatible avec la survie de l'écosystème. Mais le logiciel social-démocrate ne vaut pas plus cher. Social-démocrate ou socialiste, ça dépend suivant les pays, le mot n'est pas le même. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas assez à gauche ou je ne sais quoi, question qu'on me pose d'habitude. Comme si la gauche était une espèce de degré de teinture entre le rosé, le rouge, le blanc, bon, tout ça est absurde. Que dit le logiciel social-démocrate? Nous allons corriger les inégalités par une répartition inégalitaire des fruits de la croissance. 3 bêtises en une phrase. Parce que si vous répartissez les fruits de la croissance, ça veut dire que vous ne touchez pas au capital accumulé. Mais le capital accumulé, ce n'est pas que de l'argent accumulé, c'est des rapports de force sociaux, c'est des rapports culturels. C'est un ordre de la société. Deuxième bêtise, c'est qu'il vous faut une croissance sans fin pour corriger les inégalités. Et ce n'est pas compatible avec l'ordre de la société. Enfin, s'agit-il de corriger les inégalités ou d'en étudier le contenu et de se poser une question sur la nature de la richesse? Qu'est-ce qu'une richesse? Bon, je laisse ça à votre appréciation. En tout cas, ces logiciels sont en échec. Pour ma part, je me réclame de la doctrine de l'écosocialisme. Et le livre, L'ère du peuple, essaye de montrer pourquoi l'écosocialisme n'est pas une utopie parmi d'autres, même si je suis parfaitement conscient du fait que mon document contient des utopies marquées par une époque et un homme, et une trajectoire de vie, une manière de me projeter sur une espérance d'un meilleur futur qui n'est peut-être pas la même que la vôtre. Mais dans la tradition du matérialisme historique, le matérialisme ne signifie pas le goût des biens matériels, j'espère que vous le savez, c'est une école philosophique qui part de l'idée que les rapports qui comptent sont les rapports réels entre les choses et entre les êtres, et que tout est processus, tout est construction.
À l'inverse du matérialisme historique, vous avez l'idéalisme philosophique qui considère qu'à l'inverse, la réalité est un accident de l'idée pure. Je ne peux pas vous décrire bien l'idéalisme philosophique parce que je suis un matérialiste et que ça m'a toujours échappé de comprendre comment fonctionnait l'idéalisme philosophique. Mais enfin, en gros, c'est la caverne de Platon. Les choses sont des reflets d'elles-mêmes éclairées par l'arrière, en gros. Hein. Je résume. Éclairées par l'arrière. Il faudra que je la refasse celle-là, tiens. Bon, mes profs de philo doivent se retourner dans leur tombe, les malheureux. Dans l'école du matérialisme historique, on part de l'idée que les processus de transformation de la société sont le résultat de dynamiques internes à la société, qu'on le veuille ou non. On en avait une vision déterministe assez étroite, mécaniste, qui ignorait le principe d'incertitude et qui ne savait pas que tout déterminisme est probabiliste. Ça mettait très mal à l'aise tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas que les matérialistes historiques, ça mettait mal à l'aise. Einstein lui-même, en 1905, quand il a cette querelle avec ceux qui ont découvert la mécanique quantique, dit « Ah mais c'est pas possible, Dieu ne joue pas au dé ». Eh bien si. Le principe d'incertitude est une propriété de l'univers matériel et pas une difficulté à connaître de l'être humain. Dès lors, ça n'abolit pas le déterminisme. Je voulais juste vous préciser qu'il est probabiliste. Mais ça n'abolit pas le déterminisme. Et le déterminisme est le résultat de mécanismes auto-organisés. L'un d'entre eux est simple à comprendre. Pendant longtemps, on a pensé, nous, les matérialistes et les marxistes pour être plus précis, que l'histoire était l'histoire de la lutte de classe. C'est-à-dire de la société s'organiser autour de la bataille pour s'approprier la richesse. C'est vrai, mais pour que ce soit vrai, il faut d'abord commencer par avoir accumulé. Et l'accumulation est un résultat aussi bien culturel qu'économique. Le savoir humain et la conscience humaine se construisent par strates, une culture cumulative. Et cette culture cumulative dépend pour une bonne part, et ça c'est la contribution de mon travail personnel, cet emprunt au démographe, les fluctuations du nombre donnent les rythmes de l'histoire. Chaque fois que l'humanité a doublé, il s'est produit une révolution technique en son sein qui lui a fait faire un bond. Autrement dit, il ne suffit pas qu'il y ait des modifications génétiques de l'esprit humain pour que la société progresse. Si vous mettez un prix Nobel de physique dure en Laponie, tout seul, il est mort 2 heures après. Si personne ne vient lui expliquer, un Modeste Lapon ne vient pas lui expliquer comment on survit dans le très grand froid. Autrement dit, aucun aspect de la culture ne peut survivre sans s'enraciner dans une vision ou une épaisseur plus consistante de la culture elle-même. Alors, si les fluctuations du nombre sont la clé de l'histoire, vous observerez que nous sommes devenus 1 milliard au bout de 200 000 ans d'histoire humaine, à la fin du XIXe siècle, que lorsque je suis né, nous étions 2,5 milliards. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards, et tantôt nous serons 9. Autrement dit, l'humanité a triplé dans l'espace d'une vie qui n'est pas finie. Triplé. Les changements gigantesques que je vous ai décrits tout à l'heure sont la conséquence du nombre. Et comme nous sommes 7 milliards, si nous ne changeons pas le mode de production, pour nourrir 7 milliards de personnes et les faire vivre comme nous vivons aujourd'hui, il faut 7 ou 8 planètes. Nous sommes donc dans une impasse objective qu'il est impossible de dépasser sans changer le mode de production et les modes de consommation. Voilà pourquoi la révolution citoyenne, dont je suis le porte-parole, est un événement inéluctable et non pas un événement idéologique. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste dans le fait que les gens s'approprient les décisions qui leur permettent de régler les questions de leur vie quotidienne. Pas un schéma théorique. Ce n'est pas un matin où les gens se lèvent en disant, page 20, Mélenchon nous a expliqué que quand nous faisons la révolution citoyenne, nous devons faire ceci ou cela. Or, le mécanisme du capital financiarisé, c'est une confiscation de la décision collective au profit de la décision oligarchique. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants? Oui, bien sûr. Ils sont égoïstes? Naturellement. Ils sont stupides et cruels? Ça va de soi. Ils n'ont aucun intérêt pour les autres êtres humains? Bien sûr. Mais ce n'est pas le sujet. S'ils agissent de cette manière, c'est parce que pour que le capital réalise dans la sphère financière ses profits les plus grands, il faut qu'il s'émancipe de toute contrainte et de toute règle. Il considère que sa propre progression est un objectif en soi. Et la source de toutes les règles, c'est la population humaine qui se met à décider et à faire des lois. Voilà pourquoi, contrairement à ce qui était autrefois une évidence pour tout le monde, que le capitalisme marchait de pair avec la démocratie, nous pouvons dire que dans la période du capital financier,
le capitalisme marche de pair avec la violence autocratique et avec l'oligarchie. De la sorte, la latéralisation n'est plus entre droite et gauche, prolétaires et petits patrons, mais entre oligarchie, le petit nombre des êtres humains qui possèdent à eux tout seuls autant que tous les autres, le 1% qui possède autant que le 99%, et le peuple, c'est-à-dire cette masse immense de gens qui se trouvent concentrés dans les réseaux urbains et qui ont des intérêts communs de survie, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur richesse, quelle que soit leur taille, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe. La doctrine de l'écosocialisme, je finis là-dessus, je la résume en 1 minute. Premièrement, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc, nous sommes tous semblables. Donc, il y a un intérêt général humain. S'il y a un intérêt général humain, c'est à nous de le définir parce que personne ne va nous le dire. Et on a intérêt à ce que personne ne nous dise lequel il est, parce que sinon ça s'appelle une vérité révélée, et qu'on ne peut pas définir librement l'intérêt général s'il y a des vérités révélées qui viennent s'intercaler au milieu. Voilà pourquoi. Premièrement, la démocratie est une nécessité absolue. Et la démocratie, ça veut dire des points de vue contraires, pas le même sous divers emballages. Deuxièmement, que l'État et la religion doivent être absolument séparés, comme n'importe quelle autre vérité révélée doit être séparée de la décision collective. Troisièmement, que pour décider librement, les uns ne doivent pas dominer les autres. Le patron, l'ouvrier, quand on prend la décision, l'homme, la femme, et ainsi de suite. Ainsi, on retrouve la totalité des concepts qui animaient autrefois le courant progressiste, revisités par l'ardente obligation de l'écologie politique et du républicanisme que je viens de vous présenter. Là, je viens en plus de faire un exploit, c'est que j'ai fait moins de 40 minutes pour vous raconter tout ça. Je vous remercie pour votre patience. On va commencer avec une question sur les médias. Donc, considérez-vous que vous avez une relation conflictuelle avec les médias ? Est-ce que j'ai une relation conflictuelle avec les médias ? Oui. On a entendu la question ? Et moi, comment je fais pour répondre ? Ça marche, là ? Ou pas ? Là, ça marche, voilà. Hein ? Alors, la question est, est-ce que j'ai une relation... Quoi ? C'est quoi ? Conflictuelle avec les médias. Oui, et volontairement. C'est-à-dire que ça ne résulte pas d'une... Il y a évidemment des gens qui sont odieux dans ce milieu, mais bon, pas plus qu'à la moyenne. Si un peu plus, parce que la plupart de ceux que vous voyez ont réussi à égorger tous ceux qui sont en dessous, donc on ne peut pas dire qu'ils sont là par hasard. Mais je mets de côté ces plaisanteries, ce n'est pas le sujet. Vous devez savoir que, je le mentionne très rapidement, je suis inscrit dans une action collective. Je ne suis pas un individu tout seul. Nous sommes nombreux sur la surface de la planète à réfléchir et à nous poser les questions de savoir quelle est la bonne stratégie pour subvertir l'ordre actuel. Nos observations dans les différents pays où nous avons réussi à la fin, ou à gagner, ou à nous approcher du pouvoir, est que la bonne ligne stratégique est que c'est le conflit qui crée de la conscience. Et nous avons observé que dans la plupart des pays que nous connaissons, en réalité, les partis conservateurs n'ont aucune espèce d'action populaire discernable. Que le seul parti d'opposition à nos gouvernements, ou le seul parti de maintien de l'ordre, c'est le parti médiatique. Les médias débitent du matin au soir et en permanence un ordre des choses, avec un ordre lexical, un ordre sémantique, un ordre du vocabulaire, et reproduisent sans cesse la même vision du monde. Elles ne travaillent pas dans les détails, encore que, mais elles travaillent dans ce qu'elles fabriquent, dans nos têtes. Nous savons, depuis Bourdieu, nous savons depuis Alain Accardo, que nous ne sommes pas conditionnés par l'idéologie dominante comme on le croyait au XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle. Nous adhérons avec enthousiasme à l'idéologie dominante et aux normes dominantes. Nous achetons les produits qui nous valorisent aux yeux des autres ou qui nous valorisent à nos propres yeux parce qu'on nous a dit que ce yaourt n'est pas du yaourt mais de la minceur, d'ailleurs c'est écrit dessus. Ou que telle ou telle crème va nous produire ceci ou cela, que telle ou telle voiture va nous donner tel ou tel statut. Donc nous ne sommes pas conditionnés, nous sommes englobés. Et il y a entre les grands rouages macroéconomiques et les micro-rouages intimes une continuité absolue. Et les médias sont la deuxième peau du système. Celle qui va en protéger la vision crue. Si vous enlevez leurs belles paroles, vous ne voyez plus que la réalité crue. Et dans cette réalité crue, il y a violence, il y a exploitation, il y a ignorance absolue de
toute une série de valeurs qui structurent la vie ordinaire des gens, comme l'altruisme, la tendresse, l'amour, la fraternité. Toutes ces valeurs sont absentes de la sphère médiatique qui ne met en scène que le lien social du XXIe siècle, avoir peur tous ensemble. Peur de tout. Le lien social est la peur. Donc le système médiatique doit être combattu sans cesse. Naturellement, beaucoup de gens, suivant leur origine sociale, vivent cette conflictualité plus ou moins péniblement. Ceux à qui souvent il manque les mots pour assumer le conflit, et à qui des fois il ne reste que la violence, ou bien à qui il ne reste que la manière un peu confuse de protester, ne sont pas choqués par le conflit. Mais dans les catégories sociales où il n'y a pas d'ambition collective et où il n'y a que des ambitions individuelles, dans la classe moyenne et classe moyenne supérieure surtout, où le rapport au corps est mis à distance, où l'on ne va pas à une réception si l'on est malade, où l'on tousse dans sa main, où l'on ne rit pas à gorge déployée, où on a en place toutes ces habitudes, tous ces codes de modération, pour les garçons comme pour les filles. Les décibels sont très mal vécus. Et par conséquent, à cela, nous paraissons toujours excessifs, toujours trop violents, toujours trop polémiques. Pourquoi vous énervez-vous alors que vous pourriez dire les choses plus calmement, n'est-ce pas? Mais justement, oui, mais si je le disais calmement, personne ne les entendrait. Et moi, je mise sur l'intelligence de celui qui m'écoute et qui va dire « il exagère ». Oui, j'exagère. Mais moi, je fais confiance à ceux qui ne vont pas s'arrêter à l'apparence. Parce que je me dis, si ceux-là qui ont tant d'intelligence et de savoir cumulé ne sont pas capables de faire la part des choses, alors on fera sans eux. Par contre, tous les autres ont besoin d'être mis en alerte. Voilà pourquoi la conflictualité n'est pas le résultat d'une pratique mal maîtrisée. C'est une volonté délibérée. Quant à mes adversaires, depuis un siècle, ils ont toujours mis en scène l'homme de gauche comme une bête. Le grand Jaurès est représenté, la barbe hirsute, une bouteille de vin dans la poche, les yeux en sang. Et dans tous les pays du monde, tous les pays du monde, tous les pays du monde, les leaders de l'autre gauche sont présentés comme des animaux violents et leurs compagnes comme des salopes. C'est-à-dire que la bestialisation de l'homme est dans l'agressivité et la femme toujours dans sa féminité. Personne n'est traité aussi mal que le sont nos compagnes et nos dirigeantes. Madame Christina Kirchner a été représentée en train de se masturber à la une de Clarín, journal aussi important que Le Monde en Argentine. Le même épisode est arrivé à ma camarade Pilar, qui organisait la négociation du gouvernement colombien avec les FARC. Nous sommes toujours traînés dans la boue. Celui qui croit qu'il va avoir le consentement de l'ordre établi et des belles personnes qui vont dire « Ah, mais qu'est-ce que vous êtes cultivé, ah, qu'est-ce que vous êtes intelligent, monsieur Mélenchon, ça vaut la peine que je lise votre livre », se trompe lourdement. Aucun ne lira plus que les 3 premières pages et les passages surlignés où il est possible de me taper comme agressif, excessif, etc. Et je dois, moi, mener mon combat dans cette ambiance-là, en envoyant des signaux à des gens qui vont les entendre, les repérer. Et voilà pourquoi, après 5 ans de Mélenchon bashing, qui a commencé en 2010, eh bien, je suis toujours là. On va poser une question un peu plus d'actualité. Vous avez, on l'a évoqué plusieurs fois, proposé votre candidature à la présidentielle de 2017 la semaine dernière sur le plateau de TF1. Néanmoins, une question subsiste, puisque vous êtes pour l'instant le seul candidat qui se présente sans parti. Est-ce que cela répond-il à une stratégie précise? Quel est l'objectif de cette candidature sans parti? Oui, c'est une stratégie. Nous avons, au cours des 20 dernières années, assisté à l'effondrement de tous les courants progressifs du vieux continent. Je ne vais parler que du vieux continent et très rapidement. Les mouvements communistes se sont effondrés partout, et le plus puissant parti communiste d'Europe occidentale, qui était le parti communiste italien, s'est transformé en parti della sinistra, avant de devenir le parti démocrate dirigé par un démocrate chrétien. Évidemment, tout le monde a vu la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme. C'est un événement énorme, gigantesque. Mais qui a vu l'effondrement de la social-démocratie? Il est pourtant tout aussi réel. Les partis sociaux-démocrates se trouvent alliés à des partis de droite dans la moitié des pays où ils gouvernent. Dans les autres, ils n'y sont pas parce qu'ils ont été éradiqués.
Et le plus grand parti social-démocrate d'Europe, c'était le Parti social-démocrate allemand. Il est allié avec la droite et il fait la même politique. Et toute l'Europe, le mouvement dit social-démocrate, qui autrefois négociait des avantages pour les salariés avec le patronat national, complètement suffoqué par la transnationalisation du capital, s'est effondré comme stratégie. Évidemment, la vie est toujours la plus forte et le courant de rébellion, d'insoumission est rené partout. Il balbutie, il se cherche. Naturellement, il traverse les anciennes structures. Donc vous avez des scissions de partis socialistes, des scissions d'anciens partis communistes. Vous avez des hommes de ma génération, ici en France, en Angleterre avec Corbyn, avec Bernie Sanders aux États-Unis. Tout le monde avait oublié que le courant démocrate aux États-Unis avait un profond ancrage social-démocrate dans le passé. Ce sont les rameaux qui persistent dans l'idée qu'on peut changer les choses et qu'une stratégie, entre guillemets révolutionnaire, est toujours praticable. Une première vague a vu la naissance de partis naître de cette manière-là. Les premiers, c'est Die Linke en Allemagne, par la conjonction d'une scission du Parti socialiste allemand et des anciens communistes de l'Allemagne de l'Est, qui sont extrêmement modérés et qui sont bien plus modérés que des socialistes ordinaires. Et la même formation politique s'est retrouvée en Grèce, qui s'appelait Synapismos, qui est devenu Syriza ensuite. Et le Front de gauche en France, Izquierda Unida en Espagne. Nous avons atteint notre paroxysme sur cette ligne avec la victoire en Grèce. Et le paroxysme aussi de nos ambiguïtés, puisque la victoire en Grèce s'est transformée quasi instantanément en une capitulation. Parce que notre courant à cet endroit-là s'est brisé sur son incapacité à formuler une stratégie alternative à l'intégration européenne aux conditions de la Troïka. Immédiatement, depuis les élections européennes dernières, une autre poussée s'est faite, davantage sous l'inspiration des courants arrivés d'Amérique latine, et qui s'est traduit par Podemos. Podemos n'a rien à voir avec Syriza, même si beaucoup font des gargarismes avec les deux, Syriza et Podemos, c'est qu'ils n'y connaissent rien, ils ne savent pas que ces deux formations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Podemos est plus proche de ce que j'ai d'abord entrepris avec le mouvement pour la 6e République et que je renouvelle avec la France insoumise. C'est-à-dire qu'on considère que la société va vers un point qui s'appelle qu'ils s'en aillent tous. Et ce point qu'ils s'en aillent tous est un rejet de tout, de toutes les institutions, toutes, sans exception. La police, la justice, les médias, la politique, tout est rejeté parce que les gens sont exaspérés de voir l'incompétence, la corruption, la caste bénéficier de privilèges absurdes. Et quand je dis absurde, c'est qu'aussi bien des gens de la classe moyenne ou des gens qui ont des moyens de vivre confortablement s'indignent de l'immoralité du système et des privilèges de la caste, alors qu'elle se sent en état de gérer rationnellement la société. Quand on arrive à ce point qu'ils s'en aillent tous, tout est balayé. Quand j'ai écrit le livre Qu'ils s'en aillent tous, je l'ai présenté au bureau politique de mon parti. Et il était frappant de voir la coupure d'âge. Les plus anciens, qui étaient des militants venus du syndicalisme et de l'action politique, trouvaient que c'était excessif de dire qu'ils s'en aillent tous. Et les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui avaient 30 ans et moins, trouvaient que c'était un peu mou et qu'il valait mieux dire « dégage ». Et je regrette de ne pas les avoir écoutés parce que c'est sous le slogan « dégage » que se sont fait les révolutions arabes. Dites arabes parce qu'on n'a pas très bien compris en quoi elles étaient arabes vu qu'elles posaient des mots d'ordre qui étaient universels. Le dégagisme viendra en France. Il est commencé. Le dégagisme, il apparaît à travers une abstention monstrueuse. Et donc, la réponse de la France insoumise, c'est de miser sur ceux qui refusent l'ordre tel qu'il est, sans leur demander leur carte de parti avant, sans leur demander d'où ils viennent, quelle est leur religion, à quoi ils croient ou à quoi ils ne croient pas, mais qu'ils vont se fédérer sur des intérêts communs d'intérêt général. Et donc, il va chercher à faire apparaître l'intérêt général dans toute lutte particulière, qu'elle soit sociale, écologique ou autre. Elle passe à côté des partis volontairement, parce que j'ai fait l'expérience de l'inutilité et l'impossibilité de construire un mouvement de masse à partir d'un cartel de partis comme l'était le Front de gauche. On n'y est pas arrivé. En 3 élections, la puissance accumulée pendant l'élection de 2012 a été dispersée dans une myriade de stratégies plus misérables les unes que les autres, d'alliances ici et là, dans lesquelles plus personne ne s'y retrouve. Plus personne ne se retrouve. J'en ai donc tiré la conclusion, quand j'ai vu arriver cette histoire fumeuse de primaire, qu'on était reparti à se rendre illisible jusqu'au mois de novembre prochain. Alors, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde ici, mais si vous voulez, quand vous avez Madame Le Pen qui est déjà candidate, Monsieur Sarkozy, Monsieur Fillon, Monsieur Juppé, qui sont des gens qui sont quand même habiles, capables de défendre leurs idées, et qui le font, ils font le travail, eux.
pour leurs idées, ils le font. Eh bien, il était quand même incroyable que la gauche, ou les gens qui appartiennent à ce courant progressiste, restent les deux pieds dans le même soulier avec pour unique débat, le débat sur le débat et la manière de discuter. Jusqu'en novembre prochain, en se tirant la bourre et en s'entre-assassinant. C'est pourquoi j'ai décidé, vous savez, quand un problème est compliqué, vous connaissez la formule, dans l'Orient compliqué, je m'avance avec des idées simples. Bon, quand un problème est compliqué, il faut toujours aller chercher dans l'Antiquité quel est le mythe qui vous permet, ou la légende qui vous permet d'y répondre. Face à un problème compliqué, le plus compliqué qu'il y avait, c'était défaire le nœud gordien. Tout le monde venait dessus et tirait sur un bout ou sur un autre, jusqu'à ce qu'arrive Alexandre, qui vient avec un sabre et coupe en deux le nœud, le problème est réglé. Voilà, il ne fallait pas accepter l'importance du nœud. Il fallait plutôt accepter l'importance de l'action. Donc oui, voilà, c'est une ligne stratégique, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas que je suis seul, j'ai jamais été seul. Le dernier qui m'a dit que j'étais seul, c'est M. Cahuzac sur un plateau de télé. On peut faire le bilan, comparer, hein, de qui est le plus seul aujourd'hui et pourquoi. Donc c'est pas un problème de solitude ou de solo, comme j'ai entendu encore plus bêtement m'en accuser. Je suis un déclencheur, ça correspond à une stratégie, à une vision de l'histoire. Et voilà. Et est-ce que vous songez tout de même à vous présenter à la primaire à gauche, puisque vous pouvez très bien aujourd'hui défendre vos idées, mener votre combat, non pas seul, mais avec 100 partis, et ensuite revenir, éviter le débat sur le débat, mais arriver au moment du débat? Non. Ça a le mérite d'être clair. Je vais vous dire pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais matérialiste. C'est-à-dire que j'analyse les faits, non pas dans leurs intentions, mais dans leur réalité. Comment ça marche une primaire? D'abord, d'où ça vient? Des États-Unis d'Amérique. C'est pas pour ça que c'est mauvais, mais il faut comprendre pourquoi il y a des primaires aux États-Unis d'Amérique. Tout simplement parce qu'il n'y a qu'un tour à l'élection. Il n'y a qu'un tour. Et c'est une élection au deuxième degré parce que tout le monde doit se souvenir que Bush a été élu face à Al Gore alors qu'il avait moins de voix, mais il avait plus de mandats des États. Donc faire des primaires, c'est se donner une chance de gagner une majorité de vote au second degré au Congrès des États-Unis d'Amérique. Donc ça correspond à une situation bien particulière où ça a son efficacité. En France, la primaire, ça s'appelle le premier tour normalement. Vous venez et puis c'est les électeurs qui décident. Mais la Ve République a complètement faussé le jeu puisqu'il n'y en a que 2 qui peuvent être présents au deuxième tour. Si bien que tout le mécanisme s'est transformé en une espèce de course de chevaux. Et quand quelqu'un est absolument certain d'être au deuxième tour, que tout le monde, paraît-il, déteste, eh ben on ne parle plus de la deuxième place. Traduit, comme Mme Le Pen est sûre d'être au deuxième tour, paraît-il, avant même que l'élection ait lieu, et 1 an et demi avant, alors on ne parle plus que de la deuxième place. Et comme la deuxième place est un problème, eh ben, justement, on pourrait aussi supprimer le premier tour. La primaire est une machine à supprimer le premier tour. Examinons-la socialement. Qui va voter dans une primaire? Nous avons 2 expériences socialistes de la chose. Les socialistes ont eux-mêmes fait une étude sur qui venait voter. C'est socialement très typé. C'est la classe moyenne et moyenne supérieure des centres urbains. Pardon, mais ce n'est pas cela que je représente d'abord. Et puis tout le monde me dit, c'est pour remettre le peuple en mouvement. Ah bon? Le peuple va se remettre en mouvement pour aller participer à une pouille pareille? Non. C'est pas la gauche en son absolue sagesse qui, après s'être emberlificotée entre elles, va remettre le peuple en mouvement. Moi, je fais le pari inverse. Si jamais la gauche est capable de ressortir des catacombes, c'est parce que le peuple va se mettre en mouvement. Et qui mettra tout le monde au pied du mur de choisir entre ce qu'il demande et ce que veulent les appareils politiques. Il y a un problème de quoi? Du micro? Je termine. Aller à la primaire, c'est se clouer pendant des mois entre des gens qui sont quasi voisins d'idées à expliquer pourquoi lui n'est pas le bon. Et comment ça finit? Toujours de la même manière. Qui est le meilleur? Puisqu'on est tous pareils. Ce qui n'est pas vrai. Je n'ai rien à voir avec M. Hollande, pour la raison qu'il défend, pas sa personne, la politique de l'offre et que je défends la politique de la demande. Je ne vais quand même pas aller à une élection, c'est lui qui peut gagner. Parce que s'il gagne, ça veut dire que je suis loyal, je vais le soutenir. Alors je viens pendant des heures, des années expliquer aux gens que cette politique ne vaut pas un clou. Et ensuite, je suis rangé derrière. Bon, donc ça ne tient pas debout. Ça n'est pas honnête, ça n'est pas loyal comme procédé politique. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord pour y participer. Et je crois que, vraisemblablement, elle est très mal engagée. Mais chacun fera comme il veut. À partir du moment où le Parti socialiste tout entier s'approprie la primaire de toute la gauche, que vous y retrouvez une substance politique aussi flasque et évanescente que Europe Écologie Les Verts. Écoutez, on peut quand même partir des faits, non? Il y a eu une réunion à la Bellevilloise. Au premier rang, il y avait Madame Cos.
qui disait qu'on organisait les primaires pour éviter d'avoir à voter pour Hollande. Et maintenant, elle est ministre. 8 jours après, comment voulez-vous que je prenne au sérieux des gens pareils? Moi, je joue pas. Je m'en fous, je pourrais rester chez moi. Hein. Ça va, ma vie est faite, ma gloire est assurée. Mais tout ce que je représente, dont j'ai la responsabilité, parce que les gens, ils se disent, qu'est-ce qu'il dit Mélenchon? Des braves gens. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je trouve, il faut que je dise, on va faire ci, on va faire là. Parce que j'ai représenté à un moment donné 4 millions de personnes. Moi, je suis un homme de devoir. Je me sens responsable. Je joue pas, mais sinon, vous savez, très facile pour moi. Hein. Je m'en vais faire l'idole. Ils m'attendent tous, hein. Ils me dansent la danse du ventre pour que je vienne me faire massacrer à leur primaire. Mais venez, venez, venez parler avec nous. Ah oui, mais pas d'Europe, hein, parce que ça fâche tout le monde. Non, pas de la monarchie présidentielle, c'est nous qu'on est au pouvoir. Non, parlez pas du nucléaire, misère de misère. Vous voulez vous battre avec tout le monde. Donc parlez de rien, monsieur Mélenchon. Et de toute façon, on ne votera pas pour vous. Pourquoi? Parce que les sondages vont dire qui est le mieux placé pour battre au deuxième tour, je ne sais qui. Un tel, celui dont on ne voit pas très bien les bords. Le plus mou de la bande, le plus flou. D'accord? On a déjà eu une fois ça va, pas deux. Très bien, monsieur. On va passer à un autre sujet sur l'Europe. Donc le Si peuple on peut est en pour parler de vous l'Europe. un levier central de votre idée pour la France. Pensez-vous que pour réenchanter l'Europe, il faut mettre le peuple au centre de l'idée européenne ou s'affranchir de certains que vous nommez Madame Merkel? Moi, j'ai été un Européen convaincu et ardent. Historiquement, le camp progressiste était très pro-européen, par haine de la guerre. J'ai même été jusqu'à une date assez récente fédéraliste. Mais on m'a dit, vous Mélenchon, c'est pas l'Europe que vous êtes en train de décrire, c'est la grande France. C'est-à-dire que tout pouvoir est soumis à un Parlement, et alors en plus on se fichait de moi en disant, ben, si c'est pour faire la 5e République à échelle de l'Europe, merci, mangez tout seul. Car le régime présidentiel français est une exception en Europe. Hein. L'Europe, elle s'est faite par tranches successives, et puis elle a connu à un moment donné une sorte d'emballement. Le mur de Berlin est tombé, on a intégré d'un coup 10 pays dans l'Union européenne, qui tous avaient d'abord signé à l'OTAN, et la nature de l'Europe s'est transformée. Ce n'est plus la même chose que nous désignons par le même nom. L'Europe des 6, des 12, des 16, ce n'est pas l'Europe des 28. Entre-temps, des traités ont constitutionnalisé un ordre économique que je juge absurde. Celui des frontières ouvertes sur le monde sans protectionnisme européen, celui de l'interdiction de l'harmonisation sociale, qui organise un dumping social généralisé, celui de l'interdiction de l'harmonisation fiscale, avec les conséquences que vous connaissez tous, qui s'additionnent à la fraude fiscale, parce que c'est deux sujets différents, dont on dit qu'elle est égale à 2000 milliards. Par conséquent, la construction européenne est condamnée. Elle va exploser, on ne sait pas quand. Mais elle va exploser. D'abord parce que vous aurez des Brexit autant qu'il y a de pays. Ensuite parce que l'euro peut s'effondrer. C'est une monnaie nouvelle et elle a des causes structurelles de fragilité. Enfin parce que la tension entre les nations et dans les nations est terrible. Un continent de 450 millions de personnes qui est incapable d'intégrer plus de 297 migrants pour les loger, sur les 120 000 qui se proposaient d'installer, sur le million qui est arrivé, c'est une structure bureaucratique qui est autocondamnée, quoi. Si même ça, on n'est même pas capable de le faire, on n'est capable de rien. L'Europe provoque des guerres, l'Europe provoque des famines, l'Europe provoque des rapports totalement inégaux avec les pays, notamment qui pour nous sont très importants, nous Français, que tous les pays de l'Afrique. Et combiner les guerres, les traités inégaux et le dérèglement climatique qui va mettre 250 millions de personnes dans les rues, enfin dans les rues, là où ils peuvent, les malheureux, nous allons au-devant de grandes commotions. Mais bon, soit on y arrive. Alors comment peut-on y répondre? Je ne sais pas si c'était la question. Nous les Français, nous pouvons. Nous ne sommes pas dans la situation de la Grèce qui pèse 2% de l'économie européenne. Nous sommes la deuxième économie du vieux continent et nous serons bientôt la première population. Nous sommes 18% de l'économie européenne. Les Allemands, 20%. L'Allemagne est un pays vieillissant et très mal en point. Ce n'est pas parce qu'elle fait des excédents commerciaux qu'il faut vous laisser impressionner. Structurellement, ce n'est pas impressionnant du tout.
Nous étions un pays plus généraliste quant à sa production industrielle. Nous le sommes beaucoup moins maintenant. Mais nous pouvons intervenir. On ne peut pas nous dire non à nous, Français. On ne peut pas nous traiter comme des Grecs, à condition qu'on ait du courage. Donc nous avons une responsabilité historique singulière. Nous pouvons changer les choses. Voilà. Mais seulement, il ne faut pas être des petits garçons qui ont peur de maman Merkel. Et je ne veux nommer personne. Justement, concrètement, on fait quoi avec l'Europe? On sort de l'Union européenne, c'est-à-dire vous arrivez en 2017 au pouvoir, la France quitte l'Union européenne, où on essaie d'arranger plus ou moins les choses avec l'Union européenne, parce que vous êtes assez fataliste pour l'instant sur la logique de l'Union européenne. Ce qui est marrant, c'est le G-Mix concrètement. Donc concrètement, je vais vous répondre concrètement. Je vous en veux pas, mais c'est pour dire. On oppose toujours à une vision d'ensemble un soi-disant concret. Le concret n'existe pas. Le concret existe à travers les interprétations qu'on en a. Et c'est un matérialiste qui vous parle. L'Europe, c'est une construction politique humaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Pas en général, nous, Français. Je suis le gouvernement français, je rencontre le gouvernement allemand. Je lui dis, ce que nous avons organisé là ne fonctionne pas pour nous. Vous êtes une population vieillissante. Vous avez intérêt à des niveaux d'action et des niveaux de taux de profit qui vous permettent de payer les retraites par capitalisation de notre classe moyenne et moyenne supérieure, qui a partout des contrats de retraite par capitalisation. Vous avez donc besoin que le capital soit mieux rémunéré que le travail. C'est structurel, ce n'est pas une affaire de méchanceté ou d'allemand ou de je ne sais pas quoi. C'est les structures de production et d'échange de ce pays-là. Donc, nous devons changer cette règle, donner la priorité à l'investissement, harmoniser socialement et harmoniser fiscalement. Ce n'est pas très compliqué à organiser. Plus organiser un protectionnisme de la zone euro. Vous voulez? Eh bien, faisons-le. Vous ne voulez pas? Hélas, nous le ferons quand même. Peut-on nous dire non? Ben non. Ce n'est pas possible. Mais on peut essayer de nous dire non. Ça vous fait découvrir au passage que la politique, c'est pas seulement qu'une affaire de gentilles personnes qui discutent autour d'un tapis vert de ce qui est mieux. Les pays ont des intérêts, des populations. Et l'art de la diplomatie et de la politique, c'est de faire en sorte que ces intérêts ne débouchent pas sur des chocs violents, mais sur des solutions harmonieuses où on sort par le haut. Voilà pourquoi moi j'ai toujours refusé de fétichiser la question de l'euro et de l'Union européenne. Je ne peux pas, comme Français, parler du problème dans les mêmes termes qu'un Slovène ou qu'un Grec, parce que le rapport de force n'est pas le même. Le rapport de force avec qui? Avec le capital et avec le capital financier transnationalisé, et en particulier avec le gouvernement allemand, qui est composé de sociodémocrates et de droite, qui ont une ligne politique qu'ils imposent à tout le reste de l'Europe, qui est la ligne de l'idéologie ordo-libérale. Ça consiste à dire l'économie n'a rien à voir avec la politique, ne vous en mêlez pas, ça a ses propres lois, et la loi en question, c'est la loi du marché, c'est la loi de la main invisible, c'est la loi de la libre circulation des marchandises, etc., etc. Vous connaissez tout ça par cœur, de la concurrence libre et non faussée, comme tout le monde le sait, avec le résultat merveilleux que ça a. Qui est une absurdité à tout point de vue. Parce que ça postule que la transparence permet l'information et qu'un organisme sain est un organisme ouvert. Plus il est ouvert, plus il est sain. Dans la biologie, un organisme ouvert, il a une caractéristique, c'est qu'il est mort. Une cellule totalement ouverte est morte. Et quant à la transparence, c'est un rêve de névrosé. Rien ne vit dans la transparence. Et à plus forte raison, certainement pas les échanges. Donc justement, vous avez parlé d'économie à l'instant et vous dénoncez les marchés financiers. Vous avez longtemps défendu une politique dite assez expansionniste budgétairement parlant. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte que justement on soit encore plus dépendant des marchés financiers avec une dépense publique encore plus élevée, puisque avec une crainte des investisseurs justement et des taux d'intérêt plus élevés sur l'emprunt et notamment la dette? Vous n'avez pas tort. Si le mouvement de la vie était un mouvement, comment dire, abstrait. On m'entend ou pas? Oui. Je dis, il aurait raison de dire, mais monsieur Mélenchon, si vous êtes pour une politique d'investissement, c'est donc une politique laxiste de l'État, et donc vous vous rendez encore plus dépendant de la sphère financière mondiale. C'est vrai, si on en reste à des termes de comptabilité. Mais dans le feu de l'action, les choses ne se passent pas comme ça. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est un rapport de force. Le rapport de force a été organisé.
les agences de notation notent la valeur de chacun des protagonistes, des agents économiques, et cette notation est obligatoire. Et en fonction de cette notation, les taux ne sont pas les mêmes. D'accord ? Tout part donc de l'agence de notation. Qui a décidé qu'il fallait que tout soit noté et que c'est en fonction de la note de l'agence de notation que la décision économique est prise? Vous voyez, c'est un des exemples. Définanciariser l'économie, c'est 1000 mesures. Je les mets toutes de côté pour vous prendre les choses sous l'aspect le plus brutal et le plus direct. Notre grande force, notre immense force, c'est 2000 milliards de dettes, dont 70% sont dus à des étrangers. Dans ces conditions, ceux qui viendraient à ne pas être raisonnables avec nous pourraient tout perdre. Est-ce que c'est possible ? Je vais donner un autre exemple. Le gouvernement de la Bolivie a décidé de changer la règle de répartition entre les investissements pétroliers et gaziers. Et avant, c'était 80% pour l'exploitant, 20% pour l'État. L'État bolivien a changé la règle. 80% pour l'État, 20% pour l'investisseur. Il se trouve que là-bas, c'est Total. Total, c'est des Français, des compatriotes. Donc quand j'y suis allé, je lui ai rendu visite, on discute. Bon, on a en commun une patrie commune quand même. On a des choses à se dire, on peut blaguer. Les gens en général sont assez drôles. Hein. Alors j'ai dit, oh là là, 80-20 là, ouf, ça vous change, hein. Et le gars, il blêmit pas. Il me dit, ouais. Enfin, 20, ça laisse de beaux restes. Vous comprenez ? C'est un rapport de force. Et il a terminé en disant, et d'ailleurs, en plus, pour aller chercher les 80, il faut faire des trous. Et les trous, c'est nous qui savons les faire. Donc, si tout est rapport de force, il faut partir du rapport de force que nous accumulons. Mais même ça, je le laisse de côté. Je suppose que la dette, moi je sais ce que je ferai, hein, je ferai un moratoire et une commission d'enquête. Mais je mets la dette de côté. Allez, on va vous la rembourser. Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas comme ça. Je prends le reste. Combien y a-t-il d'argent dans l'assurance vie dans ce pays ? 1500 milliards. La production d'une année de la France est 2000 milliards. Mais il y a 1500 milliards dans l'assurance vie. OK ? L'argent de l'assurance vie, il faut qu'il se place. Parce que c'est ça le métier des assureurs en question. Il faut que... Eh bien, 1 euro sur 2 sort de France. Donc qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas de réserve. Quand vous avez à la caisse d'épargne l'équivalent d'une année de budget, la caisse d'épargne, hein, le livret A à 0,75%. Une année de budget de l'État, l'équivalent. Il ne faut pas dire la France est un pauvre petit pays qui ne sait pas où il y a de l'argent. Si cet euro qui est sorti, je le garantis à 1,5, ou même à 2, qui sont des chiffres dérisoires. Je dis, si cet euro-là, si vous le remettez en France, vous aurez l'avantage fiscal. Si vous le sortez de France, plus d'avantage fiscal. Il reviendra l'euro en question. Et il s'investira. Est-ce que 1 ou 2, la sphère financière n'en veut pas? C'est une question, non? Pour dire, mais vous êtes fou, Mélenchon. Personne ne va vouloir vos titres d'emprunt pour aller faire l'économie de la mer. Eh bien, moi, je prends le pari inverse. C'est qu'un titre français garanti sur des installations, sur l'économie de la mer, sur des machines qui captent l'énergie, sur tout ce qui tourne à l'économie de la mer, il trouvera placier. Il trouvera quelqu'un qui prendra. Vous voulez la preuve du contraire? La voici, je vous l'ai donnée tout à l'heure. Quand le banquier central met 1000 milliards sur la table, il fait le tour des banques privées et il dit, je vous rachète vos titres de dette des États, qui est censé être de l'argent pourri. Eh bien, les banques refusent de les vendre au banquier central contre de l'argent réel. Parce qu'ils considèrent qu'un titre de dette, même réputé pourri, c'est plus solide que la masse de paperasse qui circule dans le monde. Ça, c'est pas une histoire que j'invente, c'est en ce moment la difficulté du banquier central, en ce moment, qui a du mal à placer ses 60 milliards mensuels dans l'économie à travers les banques. Forcément, leur système est invraisemblable. C'est pour vous dire que ce que je vous raconte est un modèle économique assez classique, de type keynésien, et qui part des réalités, des choses qui existent. Et la ressource, vous prenez le problème par le bout que vous voulez. Moi, je n'ai jamais proposé de nationaliser les coiffeurs et toutes les entreprises. Tout ça est absurde. Si on veut relancer l'activité, primo, pour créer du travail, de l'utilité sociale, deuxio, de manière écologiquement responsable, pas la politique de l'offre,
Pas produisez n'importe quoi du moment que ça coûte pas cher. Et du moment que les charges sociales, comme ils disent, au lieu de parler de cotisation, sont supprimées. C'est absurde la politique de l'offre. Vous le savez que c'est absurde? Eh bien vous êtes un lapon au pôle Nord, quelqu'un tape à votre porte, vous ouvrez, il y a un type qui dit je vous vends un frigo. Ah ben moi c'est plutôt d'un chauffage dont j'avais besoin. Ah non, non monsieur, moi je vends des frigos pas chers. Et puisque monsieur Hollande vous a dit que la politique de l'offre crée de la demande, eh ben maintenant vous allez me l'acheter. C'est pas vrai. Et vous ne vendrez pas pareil des machines à chauffer au Sahara. Je prends un exemple caricatural, mais c'est pour vous dire que si nous partons de nos atouts en nous pensant comme un collectif humain, comme une puissance, nous regardons les choses différemment et les moyens que nous mobiliserons seront d'une quantité énorme et créeront ce volant d'entraînement. Comment voulez-vous faire fonctionner une économie sans volant d'entraînement? Je parle à vous qui êtes des élèves en capitalisme. Vous savez bien que ça se passe comme ça. Il faut bien qu'il y ait un endroit où vous produisez ou vendez en quantité telle que ça fait courroie de transmission. Pourquoi je vous parlais des coiffeurs il y a un instant? Parce que pour moi, le coiffeur, c'est l'équivalent de l'écrevisse dans la rivière. Quand il n'y en a plus, c'est que ça va mal. Parce que la première chose que vous supprimez dans votre budget de famille, c'est le coiffeur. Quand vous venez à manquer. Et vous coupez les cheveux vous-même, ou c'est votre copain ou votre copine qui vous les coupe, etc., etc. Les milliers d'emplois induits par un secteur qui entraîne tous les autres sont considérables. Et nous, les Français, nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Par conséquent, nous avons une richesse gigantesque, là, à portée de main, et nous ne faisons rien. Nous avons les brevets pour transformer des algues en plastique. Nous savons capter la différence entre l'eau froide du fond de la mer et l'eau plus chaude du dessus. Et que faisons-nous? Rien. Pourquoi rien? Pourquoi pas diriger l'argent de ce côté-là? Pourquoi donner 40 milliards comme ça de CIC au hasard? Allez, hop, qui en veut, prenez, c'est grotesque. Et vous retrouvez des secteurs d'activité de notre pays qui sont les plus gros bénéficiaires de cet avantage, alors qu'ils ne risquent aucune forme de délocalisation. C'est de la politique de gribouille. Ça a l'air rationnel, mais ça ne l'est pas du tout. Ça repose sur un mythe. C'est que l'argent trouve à se placer à la meilleure efficacité humaine. Ce n'est plus vrai à partir du moment où vous avez la sphère financière dont j'ai parlé il y a un instant. Excusez-moi d'être long. Est-ce que du coup, selon vous, il faut interdire la sphère financière, interdire l'accès des banquiers à certains restaurants, comme vous l'avez tweeté ce matin? Ça m'a fait rire, ça. Oh, je marrais quand même. Le type, il dit, je veux... Et quand même, réfléchissez à l'incident. Le gars, il demande un emprunt, on le lui refuse. Ben, il dit, bah, très bien, vous me refusez un emprunt, je ne veux pas de vous dans mon resto. C'est une manière pour lui de montrer que l'argent n'est pas utilisé dans l'économie réelle. Je trouve que c'est une manière plaisante. Après, heureusement que la bataille politique ne se limite pas à des farces. Couper les liens de l'économie financière, j'ai idée de comment on peut faire. Il y a des petites mesures, des moyennes, des grandes. Par exemple, si vous transformez les pouvoirs de vote dans les conseils d'administration, vous voyez, ce n'est pas du bolchevisme, hein. Je suppose que les conseils d'administration sont toujours là. Et c'est toujours une entreprise capitaliste. Si vous changez les pouvoirs de vote du conseil d'administration en fonction de la durée de l'investissement, bah déjà vous commencez à ralentir le cycle. Si vous mettez votre argent pour 10 ans, vous avez un droit de vote. Si c'est moins de 10 ans, rien du tout. Vous prenez le bénéfice, mais vous pesez de rien dans la décision. À partir de là, les fonds de pension, ils regardent la question d'une toute autre manière. Vous établissez, je prends que cet exemple, hein. Qui a inventé ça? En général, comme je dis ça, il y a déjà des gens qui ont les poils qui se soulèvent. C'est M. Beffa. C'est pas un bolchevique échevelé, celui-là. C'est l'ancien patron de Saint-Gobain. Par exemple, si vous décidez que de l'argent qui arrive en France pour être investi, il y a un dépôt de garantie. Aussitôt, vous allez dire, non mais ça ne va pas, un dépôt de garantie pour de l'argent, pour des gens qui nous font l'amitié extrême de bien vouloir mettre leur argent chez nous. Figurez-vous que le dépôt de garantie, il a été mis en place au Brésil pendant des années. Et les grandes boîtes ont accepté de faire des dépôts de garantie et de se faire spolier de leur dépôt de garantie si elles partaient avant la date d'expiration de la garantie donnée en question. Et même pour vous faire rager, une fois que Pinochet, après avoir massacré nos camarades, comme son système ne marchait pas, évidemment, c'était seulement l'anticommunisme qui l'obnubilait, a fait venir les Chicago Boys. Alors là, ça a été la deuxième catastrophe après Pinochet lui-même. L'économie chilienne a été dévastée. Et donc, on a fait revenir des gens qui ont réorganisé l'économie chilienne, et le dictateur. Et c'est sous la dictature de Pinochet qu'on a commencé à appliquer les dépôts de garantie pour que l'argent cesse de rentrer et de sortir en fonction du seul intérêt de l'investisseur. Vous voyez,
c'est dur pour moi de vous raconter ça, mais c'est pour vous dire, ouvrez les yeux, il n'y a pas un seul modèle économique, et quand on sort du modèle économique, on n'est pas forcément un bolchevique échevelé qui ne réfléchit pas et qui va gonfler la dette et qui blablabla, la France vit au-dessus de ses moyens. Non, c'est le capital qui vit au-dessus de nos moyens. Faites les calculs et vous verrez que le coût du capital, la prédation que représentent les taux d'intérêt aux différentes étapes de la production, peut représenter jusqu'à 50% de la valeur ajoutée. Et quand vous hurlez tous contre les impôts, tout le monde ferme sa bouche quand passe une carte de l'American Express. Voilà quelqu'un qui vous distribue une carte et qui, pour prix de ce service, vous prend 4%. 4% de ce que vous avez fait. Vous allez au resto, vous sortez votre American Express, 4% il prend. Il n'a pas éclairé, il n'a pas chauffé, il n'a pas ouvert la porte, il n'a pas payé le personnel. C'est pas lui qui a fait cuire la bouffe. Rien, mais il prend 4%, juste parce que vous l'avez sorti de la poche. Et sinon, les autres, c'est entre 1 et 2%. Hurler contre les impôts publics qui permettent l'équipement public et fermer sa bouche devant l'impôt privé. Voilà la situation dans laquelle vivent les zombies qui nous entourent. On ne réalise même plus que la prédation se fait d'une manière continue et parfaitement sauvage. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous ce soir. On va passer à avant de donner la parole au public, il y aura sûrement certaines questions. On va commencer à avoir faim là. Justement, on va passer à une toute dernière séquence. Je vais devoir cette fois-ci répondre rapidement. En choisissant un mot ou un autre, on va vous présenter des couples de mots. Il faudra choisir un mot ou un autre. Ouh, c'est ça. Alors, PS ou PSG? Bon, il y a de l'argent du Qatar dans les deux. Bon, dans PSG, il y a G comme gauche, il y a de l'espoir. Le suivant. Valse ou valse? Ah bah la valse, évidemment. Très difficile à danser à plat. Vous savez la danser? Fond ou forme? On dit que la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Rosa Parks ou Rosa Luxembourg? Ah bah Luxembourg, évidemment. Poutine ou Poutou? Poutou, il a l'air plus marrant que l'autre. Hein. Tsipras ou Varoufakis? Oh là 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 là. Je ne peux pas choisir parce que Varouf, il est sympa, mais totalement imprévisible. Quant à Tsipras, on ne sait pas ce qu'il pense. Et il parle à un anglais d'aéroport qui, combiné au mien, fait que les conversations passent. Fitch ou Moody's? J'ai manifesté chez les deux. Et contre les deux. L'international ou la Marseillaise? Mes chers amis, il n'y a pas de contradiction. Parce que les paroles de l'International ont été écrites pour être chantées sur l'air de la Marseillaise. Et faites pas l'expérience, bon, ça ne vous concerne pas, vous ne chantez pas l'International, mais l'International, il ne faut surtout pas essayer de chanter avec l'air de la Marseillaise. Bon, moi je chante les deux, et c'est moi qui ai ramené la Marseillaise dans les meetings de notre gauche, c'était pas évident. Parce que la culture de la gauche française, évidemment la Marseillaise c'est notre chance, c'est la révolution de 89, mais l'affaire est devenue compliquée à partir de la Commune de Paris. Et dans le monde entier, la Marseillaise est considérée comme un chant révolutionnaire. Dans l'Espagne franquiste, si vous chantiez la Marseillaise, elle est en tôle. Sous Pinochet, c'est pareil. Hein. Et dans le monde entier, on chante la Marseillaise, et bon, moi, ça me donne la chair de poule de chanter la Marseillaise. J'aime évidemment l'International, qui présente un énorme inconvénient, c'est le refrain. Parce qu'au refrain, vous fermez le poing. Alors on ferme le poing aussi quand on chante la Marseillaise. C'est aux armes citoyens, on ferme le poing. Et l'International, vous fermez le poing et vous faites, non, s'il vous plaît, baissez votre appareil. Vous aussi. Parce que vous faites l'International à l'heure. Donc les photographes qui sont malveillants, vous avez, quand vous volez des photos, on aperçoit l'intérieur de votre gorge, garçon ou fille, hein, parce que vous êtes là, la bouche ouverte comme ça pour faire International à l'heure, et le poing fermé, donc on est tous ridicules en 2 secondes. Donc je préfère la Marseillaise. Faucille ou marteau? Je suis sûr que je vous laisse avec les deux. CGT ou MEDEF? La CGT, parce que la CGT est représentative, le MEDEF ne l'est pas. Vous ne le savez pas, vous, ça.
Vous ne le savez pas. Vous croyez que le MEDEF, c'est un syndicat du patronat, hein, de l'entreprise, comme ils disent. Ce sont des prétentieux, parce que le même mot désigne l'auto-entrepreneur et la boîte du CAC 40, c'est grotesque. Et le MEDEF a réussi, grâce à ses alliés au Parlement, à ne pas être exposé à l'obligation de représentativité auquel les syndicats ouvriers sont exposés. Donc le MEDEF n'est pas représentatif. Et je vais vous dire, le patronat de l'économie sociale et solidaire, c'est pareil dans notre pays. La seule fois où ils ont été aux élections, ils ont fait 19%. Ils n'ont pas le droit de signer une convention collective, ils n'ont pas le droit de signer un accord de branche. Donc c'est pas juste. Je sais que le jour où on gouvernera ce pays, le MEDEF passera à la casserole comme les autres. Il devra être représentatif et vous verrez que le patronat français n'est pas forcément le meilleur ami de ces gens-là. BSK ou JFK? Mais c'est qui JFK? C'est Gérald Kennedy? Ah bah pour la tragédie, forcément, Kennedy. Taxi. Non, les pauvres diables. Robespierre ou Robert Pires? Ah ben moi c'est Robespierre. Mais il faudrait que vous regardiez, soyez pas bêtes. On vous le présente comme le tyran, la brute aveugle. C'est une histoire ça. Vous savez qui écrit l'histoire? Les vainqueurs. Donc évidemment il a perdu. Alors les autres qui ont collé sur le dos, tout ce qu'ils avaient fait eux-mêmes. Et donc, mais Robespierre est le père de nos libertés. Et puis lui il a fait quelque chose que personne d'autre avant lui avait fait. Il n'est pas resté très longtemps au pouvoir, hélas. Le personnage le plus fascinant à ses côtés, c'est Saint-Just, parce qu'il a 24 ans. Robespierre a à peine la trentaine. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire de la Révolution française. D'accord? Robespierre. Truffe ou caviar? Allez, on va faire le petit franchouillard. Encore que maintenant, il y a du caviar, c'est très bien en France. Non, mais j'en suis pour la truffe, moi. Rien que pour la trouver, je trouve que c'est grandiose. Jean-Marie ou Marie? Merci, monsieur Mélenchon. On va laisser la parole à présent à 2-3 invités du public si vous avez des questions que vous aimeriez poser. On va rater le journal de 20h. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Que pensez-vous de la récente mise en examen de Nicolas Sarkozy? Et que pensez-vous de la mise en examen de 32 de membres de son entourage? Est-ce que c'est de la faute des juges? Est-ce que c'est la faute de son parti? Comment on peut expliquer une telle situation politique dans notre pays, en fait, quand on a été président et qu'on est accusé de tant de maux, de tant de délits? On va essayer de ne pas être caricatural. Je pense qu'il y a une façon d'être au pouvoir et de perdre tout contrôle sur soi-même. Notamment dans ces... Vous parlez de l'inculpation qui tourne autour de l'affaire Big Malion, tout ça, quoi. Les gens découvrent quelque chose qui est terrible, c'est la place de l'argent dans l'organisation même de la démocratie. Ce sont des sommes gigantesques. 20 millions d'euros pour faire campagne, quoi. Et ils ont dépassé apparemment, on ne sait pas de combien, mais... Je pense qu'il y a là une mécanique qui s'emballe et où plus personne ne contrôle vraiment ce qui se passe. Vous voyez, je fais une interprétation généreuse de la situation. Mais l'irresponsabilité, la connivence de l'argent et de la politique, les gros appareils verticaux, le recours permanent à tout propos et hors de propos, aux communicants, aux boîtes de ceci, boîtes de cela, ça peut que générer ça. Et encore, on met de côté la corruption. Là, je ne mélange pas les deux questions parce que je n'accuse personne de rien. Hein. Et je pense que M. Sarkozy a droit aussi à la présomption d'innocence. Ça ne peut pas être à la tête du client, cette histoire. Hein. La présomption d'innocence, c'est pour tout le monde. Mais sérieusement, on voit que le système est devenu fou. Alors, ils en sont à la fois les auteurs et les victimes. Je n'ai pas envie d'en dire davantage parce qu'on risque toujours de sombrer dans la caricature ou d'incriminer des gens. Mais il faut absolument avoir une pratique laïque de la politique, c'est-à-dire séparer la religion de l'argent de la pratique politique.
Vous voyez, dans mon équipe, nous fonctionnons énormément avec, et pour dire essentiellement, qu'avec des bénévoles. Hein. C'est pour ça que je suis certainement un des plus forts. Parce que le peuple français, les gens, la jeunesse, a accumulé un savoir absolument inouï. Hein. Alors, quand on le facture, ça vaut des montagnes. Et quand on ne le facture pas, et voilà, c'est là, quoi. Donc, tout ce que vous avez vu sur mon site JLM 2017, on loue le même système que Bernie Sanders, vous le savez. D'ailleurs, que les Républicains aussi, je crois, dans le même. Mais tous ceux qui l'actionnent sont des bénévoles. Pour les campagnes électorales, on doit valoriser, c'est-à-dire calculer ce que ça vaudrait si c'était sur le marché. Mais je crois qu'on peut s'en sortir avec peu d'argent. Hélas, il en faut beaucoup. Il apparaît en plus un rapport entre les résultats et l'argent. Je suis un peu troublé par ça, parce qu'on me l'a dit. Les campagnes électorales menées par des communicants, il n'y a pas longtemps, on a eu cette discussion entre nous, parce qu'il s'agissait de choisir le slogan. Moi, ma vie entière, je n'ai jamais accepté que les communicants fassent autre chose que de communiquer ce que moi, je leur disais. Et j'ai toujours dit, là, je vous garantis que c'est la vérité. Si un responsable politique n'est pas capable de formuler en un slogan en quoi consiste sa pensée, je trouve calamiteux d'aller le demander à un communicant. C'est pas pareil que de vendre des savonnettes ou des poulets ou je sais pas quoi. Hein. Là, il s'agit de penser. Vous passez votre vie à fixer une ligne stratégique, à écrire un programme, et au moment de le résumer ou de fixer votre ligne stratégique, vous allez demander à un mec qui n'y connaît rien, qu'il reste du temps devant des barquettes, de vous dire comment on doit le dire. Pour moi, c'est un échec absolu de la pensée politique que le recours aux communicants pour faire autre chose que d'appliquer une ligne. La France insoumise, je l'ai trouvée tout seul avec ma petite tête. C'est-à-dire avec une quarantaine de copains, on échange des noms, copains-copines, on échange des concepts. Le slogan doit donner la ligne stratégique. La dernière fois, c'était place au peuple, parce que le peuple était sur les places. Là, c'est la France insoumise, parce que c'est à partir de la brèche que représentent les gens qui ne cèdent pas qu'on peut reconstruire le futur. Et après, vous m'avez posé la question, pourquoi vous n'êtes pas avec des partis? Tout ça se tient, en un tout. Voilà, et je pense que, en plus, la dernière campagne, moi, ça me fait marrer, parce qu'ils m'ont couru derrière. Comme j'étais sur les places, ils ont tous couru sur les places, mais ils sont allés avec leurs millions, place de la Concorde, des millions là-dedans. Bon, oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore qui m'a bien fait rire? Les socialistes avaient 32 types et filles pour faire leurs réseaux sociaux et leur site et tout le reste. Sauf qu'il y a deux problèmes. Premièrement, il n'y a pas un chef qui a compris à quoi sert un réseau social. Il croit que c'est un truc de jeunes. Donc c'est même pas dans leur tête. Comment vous faites la bataille? La politique, c'est un art de réalisation. C'est pareil qu'un sport. Vous avez des gestes que vous devez acquérir. Hein. Comment vous faites si vous êtes le chef et que vous ne connaissez même pas les gestes qu'il faut faire pour passer à l'étape de la conviction? En quoi consiste la politique sinon à convaincre? D'abord réfléchir, penser, préparer, mais convaincre après. Si tu sais ni comment ça marche, ni par où ça passe, ni comment le dire, bravo, on va faire autre chose. Et ils en sont là. Ils en avaient donc 32. La rigolade, c'est que toute structure, vous le savez, au-delà de 6, il faut un coordinateur. Hein. Et voilà, et après, vous avez un coordinateur de coordinateur. Tous ces beaux merdes se retrouvaient tous les matins à 32, de 9h à 11h. Donc de 9h à 11h, il suffisait de le savoir, vous faisiez ce que vous voulez. Ils étaient incapables de riposter. Hein? Voilà. Et sur les 32, au bout d'un moment, à force de se faire prendre pour des cons, parce qu'à 32, personne ne décide, hein, il y en a 4 ou 5 qui ont changé de camp. J'étais bien renseigné. Monsieur Mélenchon. Et la mixité aussi, non? C'est un mec, et après un mec, et encore un mec. Allez-y. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Beaucoup de choses vous indignent et vous avez beaucoup de combats. Et je pense que vous partagez beaucoup de combats avec beaucoup de gens dans cette salle, plus que ce que vous pensez. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué ces dernières semaines, c'est vous voir aux côtés de monsieur Castro. Et ce combat, moi, ça m'indigne un peu de vous voir au chevet de régimes comme cela. Vous êtes très amis avec monsieur Iglesias, monsieur Modedero aussi de Podemos, qui sont des grands amis du régime vénézuélien. Encore un régime qui m'indigne beaucoup. En fait, je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous amène à parler avec ces gens? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous trouvez de bien chez eux? Bon. Je vais essayer de trouver les mots qui me permettent d'être bien compris. D'abord, faites attention à la polarisation sur Cuba et Venezuela, deux pays des Caraïbes, mais surtout sur Cuba,
à laquelle on présente des exigences qu'on ne va pas présenter à Haïti ou à Saint-Domingue. Or, Cuba doit être comparé dans son niveau de développement, non pas aux Antilles françaises, qui bénéficient de leur relation à la métropole, mais à Haïti et à Saint-Domingue. Cuba est extraordinairement développé, éduqué, a une médecine que tout le monde reconnaît, met cette médecine à la disposition de toute l'Amérique latine. Premier élément. Deuxième élément, pendant 30 ans de lutte, et plus de 10 ans de lutte contre les dictatures, mais 30 ans de lutte, de libération, et 10 ans de lutte contre les dictatures, je vous dis la vérité. Cuba a armé, Cuba a financé, Cuba a récupéré les camarades qui sortaient des camps de déportation, les soignait, leur refilait des papiers et les remettait en circulation. Pour une génération, pas la vôtre, hein, la mienne, il y a une dette d'honneur à l'égard des camarades. L'idée qu'on se faisait du socialisme à l'époque, je ne dis pas que c'était l'idée la plus juste, hein, mais c'était celle-là. Tous les pays d'Amérique latine reconnaissent Cuba. Tous les pays d'Amérique latine votent pour accueillir Cuba dans toutes les conférences d'Amérique latine, y compris les pays de droite. Parce que Cuba incarne la résistance nationale face à l'Empire. Voilà. Après, est-ce que moi, je voudrais du régime cubain en France? Non, ce n'est pas mon idée. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée du parti unique. Je pense que c'est une erreur terrible, que c'est un appauvrissement terrible de la capacité de la société à négocier. Mais j'entends quand on me dit, commencez d'abord par lever le siège et l'embargo, commencez d'abord par arrêter d'essayer d'assassiner nos dirigeants, et on discutera du régime politique que nous pratiquons. Fidel a fait l'objet de 600 tentatives d'assassinat. Ce n'est pas une invention, c'est les archives déclassées de la CIA qui permettent de le savoir. Cuba a été victime d'un embargo dont vous n'imaginez pas la violence. Car lorsque Cuba était raccroché à l'URSS, 20% des produits étaient sous embargo et 80% venaient du camp de l'Est. Ce pas des produits fameux, soit dit par parenthèse. Quand l'Est s'est effondré, 100% des produits qui arrivaient à Cuba étaient sous embargo. Sans la France, sans l'Espagne, sans des pays de cette sorte, qui ne sont pas des pays communistes, Cuba n'aurait jamais survécu. Et je vous garantis que c'est au goutte à goutte que les pays européens ont donné à Cuba ce dont elle avait besoin. Et malgré toute cette violence contre eux, malgré l'acharnement quotidien contre eux, j'ai vu un ambassadeur des États-Unis se mettre à 4 pattes devant un frigo pour noter l'adresse de la boîte qui avait mis le frigo à l'endroit où on se trouvait. C'était une inauguration. Malgré tout ça, Cuba a survécu, maintenu un haut niveau de culture, d'éducation et de soins à la population. Donc, je comprends la critique qui s'adresse à Cuba. Hein, je ne suis pas fou. Je comprends la critique. Mais ça me blesse de l'entendre présenter seulement comme une dictature sauvage, comme si on pouvait faire un trait d'égalité entre ça et quoi? L'Arabie Saoudite, dont on ne parle jamais, le Qatar, le Yémen, quel autre de nos glorieux alliés nous pourrions mettre en face de Cuba sans avoir honte? Aucun. Hein? Voilà. Je ne vous dis pas aimer Cuba, ce n'est pas le sujet. Mais quand le chef d'État, Raúl Castro, vient en France, c'est en réponse à une visite, de la première visite d'un chef d'État occidental et français à Cuba, François Hollande. Nous avons des obligations qui tiennent à notre patrie. Donc quand on m'invite, j'y vais. J'y suis toujours allé, quel que soit le président de la République, que ce soit Cuba ou un autre pays. J'ai toujours fait mon devoir de Français. On m'a montré en photo avec Bachar el-Assad. Pourquoi? J'étais ministre. J'étais le 21e du tableau. Et il y avait un tour de rôle pour aller chercher à l'aéroport ou ramener à l'aéroport les chefs d'État. Bachar el-Assad était le chef d'État. Il n'est pas venu rendre visite à moi. Il est venu rendre visite au président de l'époque, qui s'appelait M. Jacques Chirac. Et au premier ministre de l'époque, qui s'appelait Lionel Jospin. Et on a pris un ministre du gouvernement pour dire « Vous ramenez M. Bachar el-Assad à l'aéroport ». J'ai ramené M. Bachar el-Assad à l'aéroport. Il y a des moments où vous êtes dans les obligations qui concernent votre pays. Écoutez-moi bien, je préfère que les Français soient les premiers arrivés à Cuba, les premiers à installer des choses, pas que les Espagnols, que j'aime beaucoup pour toutes les raisons que vous imaginez, mais que les gringos ou d'autres. Donc je souhaite que les Français soient bien placés là-bas, parce que vous allez être surpris par la puissance créative des Cubains. On sait bien que le régime actuel est en train de chercher une sortie. Raúl Castro va sans doute quitter la présidence dans 1 an. L'économie cubaine est dollarisée, hélas. Tout ça va bouger et changer.
Les Cubains sont nos amis. Voilà moi comment je le vis. J'essaye pas de vous raconter des histoires, ni de vous dire que Cuba est un paradis. Mais je vous garantis que pour un Haïtien et un enfant haïtien qui mange de la terre, Cuba est un paradis. Bonsoir Monsieur Mélenchon. Ma question porte sur un de vos plus grands adversaires, Marine Le Pen. Quelle est votre stratégie face à la montée actuelle du Front National ? Bon, d'abord, ma stratégie, c'est la démocratie. Alors franchement, ça commence à bien faire de la sortir quand il faut, de la niche. Alors elle hurle, ça fait peur à tout le monde, et puis hop, tout le monde rentre sagement derrière le bon berger. Alors, ça commence à être un peu lourd, hein. On ne peut plus réfléchir, on ne peut plus parler. Il y a 20 ans de ça, Charlie Hebdo et moi, nous faisions des pétitions pour interdire le Front National. Je développe mon raisonnement. Je considérais que c'était un parti hostile à la République. Et donc, comme la forme républicaine de l'État n'est pas négociable en France et dans la Constitution, il fallait les interdire. Je me référais à l'exemple des ligues fascistes des années 30, où la France a dissous les ligues fascistes. Et résultat, on est le seul pays où il a fallu la défaite militaire pour qu'on nous impose un régime d'extrême droite. Alors que tous les autres s'en étaient tapés. Que ce soit les Allemands, les Italiens, les Espagnols. Et en France, quick. Bon, ça c'est le rapport de force. Hein, ça existe dans l'histoire, le rapport de force, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc moi j'étais pour qu'on fasse ça. Ils l'ont laissé prospérer. Elle a convaincu du monde. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on combat avec les armes de la démocratie. Voilà, on convainc. Et si on ne convainc pas, tant pis pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous ne pouvez pas vouloir la démocratie sous la forme qui vous arrange. La démocratie, il faut savoir gagner, mais il faut savoir perdre. Ça pourrait être une catastrophe pour notre pays, n'est-ce pas ? Moi, je le crois. Vous imaginez ma colère quand je vois que ce qu'on lui reproche à elle, l'autre, il est en train de le faire. Parce que qu'est-ce qu'on lui a reproché avant tout ? Pas d'être de droite, ni même d'être ultra-conservatrice. Ça fait partie de la vie. Hein. C'est le débat en France. On lui reprochait une vision ethniciste de la France et une xénophobie. Mais qui vient d'inventer légalement les Français de souche, si ce n'est pas le président Hollande ? Quand il décide avec l'affaire de la déchéance de la nationalité, ce n'est pas les terroristes qui sont en cause. On s'en fout qu'il les fasse bouillir s'il veut. Ce n'est pas le sujet, ils s'en foutent les mecs de savoir s'ils sont français ou n'importe quoi. Ce n'est pas leur sujet. Ce qui est un sujet, c'est que pour 6% de la population, pour 6 millions de Français, ça a une signification personnelle. Un Français sur 4 a un grand-père ou une grand-mère étrangère. Nous sommes ce peuple-là. On va avoir honte ? Non, on n'a pas honte. On est content de ça. Et on ne va pas recommencer je ne sais quelle guerre de religion. Alors, dans les années 30, c'était les juifs qui étaient suspects. Maintenant, c'est les musulmans. La plupart d'entre nous, pardon, c'est comme ça, je veux choquer personne, hein, n'ont aucune religion. Et la plupart d'entre nous, nous en avons jusque-là d'entendre parler de religion du matin au soir. Et ce n'est pas tant la religion qui est en cause que le communautarisme. C'est-à-dire que des gens prétendent avoir des droits particuliers en fonction du fait qu'ils sont particuliers de tel ou tel point de vue, religieux, linguistique ou je ne sais quoi. C'est le communautarisme que nous combattons. Vous voyez pourquoi, dans l'art maintenant, de montrer du doigt Mme Le Pen, on commence d'abord par pas faire que ce qu'elle propose. Or, ce qu'ils ont inventé avec la déchéance de la nationalité pour les binationaux, c'est ça. C'est une idée qui vient de l'extrême droite. Ce n'est pas une idée qui vient de la gauche. Ce n'est même pas une idée qui vient du camp conservateur français, même si M. Sarkozy avait évoqué le cas. Mais M. Sarkozy n'avait jamais précisé, comme l'a fait François Hollande, pour les gens nés français. C'est ça la grande différence. Que quelqu'un qui a été naturalisé soit déchu de la nationalité parce qu'on dit « attendez, on a fait un contrat, vous ne le respectez pas ». On peut le comprendre. Mais quelqu'un qui est né français, vous allez lui dire « ah ben attends, toi tu as une drôle de tête. Tes parents, ils étaient quoi ? Français, monsieur. Et tes grands-parents ? Ah ben là, ça commence à devenir compliqué. 1 sur 4, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis né en Afrique du Nord. Pour avoir mes papiers, ancien sénateur et ancien ministre, j'ai dû aller me disputer dans un bureau avec des gens qui me demandaient de prouver la nationalité française de mon grand-père. Je lui ai dit, mais vous êtes au courant qu'il y a eu une guerre civile en Espagne ? Vous avez entendu parler de la guerre d'Algérie ? Et pour cause, celui qui était en face de moi, c'était un gars dont le père était lui-même un Algérien. C'est la France, ça. Hein, voilà. Bon, ben, ça m'a fait plaisir de le voir si coriace contre moi. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, il y en a, ils se croient français, ils ne le sont pas. Bon. Bon, ben, je me suis dit, c'est bon, quoi. Notre éducation a fonctionné. Il n'a pas tort, mon grand-père Mélenchon est mort espagnol.
Même notre grand-père français, français de cœur, on a choisi d'être français. Hein, parce que mes ancêtres ne voulaient pas être sous la dictature de Primo de Rivera, qui était d'extrême droite. Ils sont venus en France français. Dès qu'il y avait un défilé militaire, tchouf, mon grand-père était derrière. Dès qu'il y avait la Marseillaise, boum, tout le monde devait se lever à table, même si on était en train de manger, comme on devrait être en train de le faire. C'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Et lui, il croit qu'il va nous transformer en étrangers parce qu'il a décrété les Français de souche. Peut-être que c'est vous. Et les Français de souche étrangère pour toujours. Ça va être mon cas. Celui de mes gamins, mes petits-enfants. Ah, jamais on lui pardonnera ça. Il a bradé le socialisme, c'est une chose. La République, il l'a transformé en une pitrerie à force de se gargariser avec le mot. Mais là, c'est les Lumières. Vous voyez, la nation française se distingue de toutes les autres nations par le fait que ce n'est pas une nation ethnique, qu'elle n'est pas fondée sur le droit du sang. Et ça va faire plaisir à quelques-uns d'entre vous qui sont bien de droite. C'est pas nous qui avons inventé ça sous la Grande Révolution, c'est François Ier, le droit du sol. C'est vous dire que c'est une histoire longue dans l'histoire de France, longue histoire, que de dire, on disait, qui touche la terre de France est libre. Et donc, on ne peut pas s'en prendre à Madame Le Pen en utilisant ses méthodes et ses mots d'ordre. Après, que me reste-t-il? Juste la force de persuasion, de conviction, convaincre. Faire que les gens s'inscrivent sur les listes électorales, qu'ils comprennent de quoi ils retournent. Que c'est le chien de garde du système, cette femme. Voilà ce que je peux faire. Et puis après, advienne que pourra, mais nous en sommes tous au même point. Moi, j'espère que parmi vous, même si vous êtes très en colère, vous ne trompez pas de colère, quoi. Parce que c'est une expérience dont on ne revient pas facilement. Hein. Comme avait dit mon bon camarade Saïd Saadi en Algérie, il m'avait dit, l'islamisme, c'est comme la mort. C'est une expérience qu'on ne fait qu'une fois. Hein. Il voulait le dire en parlant d'islamisme, ce n'est pas de l'islam dont il parlait, c'est d'un courant politique totalitaire. Il y a dans le courant politique de Madame Le Pen quelque chose de totalitaire. Mais le drame vient du fait que les autres aussi. Et que ça commence à être un drôle de problème, vous ne croyez pas? Donc moi, ma stratégie, c'est pas de baisser pavillon. On me dit, ah, Madame Le Pen, donc vite, 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 plus personne ne discute de rien, tout le monde est ensemble. Mais c'est ça, abandonnons-lui le terrain. Si on fait ça, c'est la meilleure manière pour elle de dire, bah, écoutez, reste plus que moi pour protester, regardez, même Mélenchon, il rentre à la niche. Il s'en va faire campagne pour Valls, Hollande, ou je ne sais quel personnage qui est là au milieu. Non, jamais. Jamais. C'est très dur le moment qu'on vit, vous savez, c'est pas que français, hein, c'est dans toute l'Europe. Il n'y a plus un député de gauche en Pologne. Et la droite dite modérée, là-bas, elle se cramponne au mur, hein, par rapport au courant dominant. En Hongrie, levez-vous de bonheur pour en trouver, ils viennent en uniforme au Parlement. D'accord? L'Europe est dans une vague brune. La situation peut se retourner parce que l'histoire est volatile, mais c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. Alors si nous, les Français, nous donnons un mauvais signal au continent, tout est perdu. Hein. À l'inverse, si c'est moi qui gagne,